D'un territoire à l'autre, l'épidémie n'a ni le même visage, ni la même férocité. La situation hospitalière est ainsi particulièrement préoccupante en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en région sud. Je pense que la seule chose qui peut marcher, c'est un confinement dur. C'est pas le confinement de week-end, c'est un confinement dur, 24-24. Bonsoir ou rebonsoir, c'est peut-être le seul sujet qui compte pour les semaines et les mois à venir. Et il tient en un seul graphique aussi. La vaccination de masse a bien été un feu de paille le week-end dernier. Regardez, on était à 200 000 primo-injections par jour samedi, dimanche. On est redescendu, ce graphique le montre, tout à droite, vous le voyez, on est redescendu à moins de 100 000, à 94 000 exactement. Alors on n'arrive pas à bien savoir pourquoi. Eh bien ce soir on va détailler les 4 grands choix de vaccination sur lesquels on a pris la Grande-Bretagne de haut et sur lesquels on avait tort. Et elle nous fait aujourd'hui la leçon. Et vous allez voir que tout va s'éclairer. Et on va en débattre avec, autour de la table, ce soir, le professeur Enrique Casalino qui va nous rejoindre et qui est chef du service des urgences à l'hôpital Bichat. On va en débattre avec Sophie Coignard. Bonsoir Sophie. Bonsoir David. Éditorialiste au Point, à la une du Point, le mal français, l'enquête qui pique. Et il est question justement de la vaccination, mais vous signez aussi votre éditorial quotidien sur ce qui se passe à Sciences Po Grenoble. Pour Klaus Kinzler, on a beaucoup parlé de cet enseignant en allemand hier dont le nom a été jeté en pâture en quelque sorte parce qu'il est accusé d'islamophobie, de fascisme, que sais-je encore. Mais vous alors, ce qui retient votre attention dans le papier, c'est l'attitude de l'institution Sciences Po et des enseignants globalement de l'institution. On ne peut pas dire que la solidarité soit au rendez-vous. Les professeurs disent qu'ils ne veulent pas être ostracisés, par exemple. Autrement dit, qu'ils ne veulent pas subir le même sort qu'a subi Klaus Kinzler. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire l'objet d'un outing sauvage sur les murs de l'institution. Institution qui elle-même a publié des communiqués, donc tout le monde est irréprochable. Mais c'est vraiment le minimum syndical. Autour de la table également Gérard Miller. Bonsoir Gérard, psychanalyste, éditorialiste sur LCI et auteur aussi de cette tribune, puisque vous êtes aussi éditorialiste parfois dans le journal Marianne. Effrayé, menacé, culpabilisé, le triptyque du gouvernement pour nous infantiliser. C'est vraiment ça, le gouvernement pour vous ? Sur le Covid, effrayé, menacé, culpabilisé ? Je me suis posé la question de savoir pourquoi, depuis un an, on nous parlait aussi mal. Pourquoi des gens qui avaient commis autant d'erreurs et à l'occasion fait autant de mensonges, chaque fois qu'ils s'adressaient à nous, c'était pour dire que nous ne faisons pas bien les choses, pour nous faire peur. Regardez les visites de M. Véran avec les soignants, à chaque fois on a l'impression qu'il va leur donner un coup de règle sur la main. Je me suis intéressé et j'ai cherché à comprendre d'où venait cette façon finalement de faire peur et surtout de culpabiliser comme si nous étions coupables de je ne sais quel péché. Et je réfléchis à quoi ça se rattache dans notre histoire. Oui, vous allez assez loin puisque vous dites que ça se rattache au pétainisme. Et on ne va pas ouvrir ce débat-là ce soir. Très bien. Autour de la table également, Robert Ménard. Bonsoir Robert. Bonsoir. Maire de Béziers, créateur de Reporters sans frontières, il y a quelques années. Il y a quelques années. Alors d'abord, juste avant de parler de la vaccination, je voulais évoquer rapidement, mais on va l'évoquer quand même parce que ça compte aussi et ça dit beaucoup de choses de l'évolution de nos sociétés. Je voulais évoquer cette innovation de la municipalité écologiste de Lyon, le premier budget intégralement genré est donc mis en œuvre par la municipalité de Lyon. Les 850 millions de crédits vont être examinés ligne par ligne et avec nous pour en parler, j'accueille Adrienne Breton, vous êtes secrétaire en charge du pôle idée du mouvement Les Engagés. C'est le mouvement lancé par Laurent Geoffrin. On dit qu'il est proche de François Hollande, c'est vrai ? Je pense qu'ils se connaissent bien, oui. Voilà. Après, le mouvement Engageons-nous n'est pas un mouvement derrière un homme politique en particulier à ce stade. Enfin, c'est un mouvement qui doit produire des idées. Et qui cherche à regrouper la gauche pour 2022. Mais c'est pour situer la proximité, pour le situer idéologiquement. Social-démocrate, oui. Que signifie un budget genré ? Que signifie un budget genré ? Est-ce une lubie ? Est-ce un progrès ? Voici les indispensables avec Aïcha Missi. Bonsoir Aïcha. Bonsoir David, bonsoir à tous. Le premier budget intégralement genré d'une grande ville de France. Alors qu'est-ce que c'est un budget genré ? Eh bien mon cher David, un budget genré, c'est un budget sensible au genre et à l'égalité homme-femme. On écoute d'ailleurs le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. Mettre en place un budget sensible au genre pour que nos investissements
profite de manière beaucoup plus équitable aux deux sexes qui composent ensemble la diversité humaine de notre ville. C'est une disposition qui relève d'une obligation morale incontournable, celle d'œuvrer tout simplement pour le progrès humain. La municipalité lyonnaise est donc partie du questionnement suivant. Les dépenses et investissements de la ville profiteraient-ils davantage aux hommes plutôt qu'aux femmes ? Et concrètement, quel problème a constaté la municipalité de Lyon en matière justement d'égalité hommes-femmes ? Eh bien, Florence Delaunay, qui est adjointe écologiste en charge des droits et des égalités, évoque le cas d'espaces sportifs en plein air fréquentés aux 2/3 par les hommes, tels que les terrains de foot, les terrains de basket ou encore les aires de musculation. En matière de mobilier urbain, la municipalité constate également que les bancs traditionnels avec accoudoirs pouvaient engendrer un sentiment d'insécurité pour les femmes. Promiscuité avec les voisins oblige. C'est-à-dire quand une femme s'assoit, l'homme qui peut s'asseoir à côté d'elle est très proche d'elle en raison de la présence de ses accoudoirs, donc il faut réfléchir là-dessus aussi. Entre autres. L'idée serait également, David, de repenser les toilettes publiques. Mesdames, messieurs les invités en plateau, avez-vous remarqué que nos toilettes publiques étaient désertées par les femmes, en cause sans doute une hygiène plus que déplorable, et puis le manque d'aménagement dédié aux besoins spécifiques des femmes. Bon, ça, ce sont des constats donc, sur l'utilité des travaux, des investissements publics pour les femmes comme pour les hommes. Mais après ce constat, quelles solutions sont proposées, peuvent être proposées par le maire de Lyon ? Eh bien, pour les espaces sportifs en plein air, l'objectif serait donc de les réorganiser, voire d'aménager des créneaux d'occupation pour les femmes afin d'y favoriser leur présence et leur inclusion. On écoute d'ailleurs Audrey Enoch, qui est première adjointe à la mairie de Lyon. Ça pourrait être, par exemple, si je prends l'exemple des city-stades ou des skate-parks, d'encourager les clubs de sport à amener les filles faire aussi du skate au skatepark, voire éventuellement banaliser une demi-journée où il n'y a que des filles qui y vont. En matière, cette fois-ci, de mobilier urbain, l'idée de remplacer ces fameux bancs avec accoudoirs par des bancs beaucoup plus longs qui vont permettre à tous de se sentir à l'aise. Là, c'est pas évident sur l'exemple parce que les sièges sont assez rapprochés. Très très long. D'accord, ça pourrait être plus éloigné. Absolument. Et dans le domaine de la culture, la municipalité s'interroge. N'y a-t-il pas plus d'expositions fréquentées par les hommes que par les femmes ? Auquel cas, la mairie souhaite avoir un regard sur le genre des artistes invités. Lyon est-elle une ville d'exception en matière de budget genré ? Donc, c'est la première fois pour une grande ville. Ça n'existe pas du tout en France ou ailleurs ? Ah si, bien sûr que ça existe. Le budget genré existe depuis plus de 40 ans en Australie et au UK. Aujourd'hui, près de 100 pays ont adopté à des degrés divers un budget selon le genre. La France n'est donc pas précurseur dans le domaine. Néanmoins, certaines municipalités se sont saisies de la question. Certaines municipalités françaises, la mairie de Grenoble par exemple, de Brest, de Montreuil, de Rennes, ont par exemple acter des subventions conditionnées à la mixité ou encore des plans écoles visant à dégenrer les cours de récré. Les mairies ne tentent pas à supprimer les terrains de foot, David, mais de réaménager cet espace afin d'y développer de nouvelles activités telles que le jardinage par exemple. Merci Aïcha. Voilà, question simple à chacun d'entre vous et je commence avec vous Adrienne Breton. C'est une lubie ou c'est un progrès, ce genre de démarche ? Moi, je trouve que c'est une mesure qui est contre-productive. Elle se présente comme une mesure qui veut lutter contre l'inégalité homme-femme. Et de fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle assigne certaines activités aux hommes et aux femmes. L'exemple qu'on donnait à la fin est assez parlant, l'exemple des terrains de foot versus terrains de jardinage. En fait, quand on écoute les représentants de la mairie de Lyon, ce qu'ils nous disent, c'est que les terrains de foot dans les écoles sont plutôt utilisés par les garçons. Et donc, finalement, l'espace dans la cour de récréation pour les garçons est trop important. Et donc, il faut créer des espaces pour les filles qui sont donc des espaces de jardinage. Donc, finalement, on assigne certaines activités aux hommes, le football, et certaines activités aux femmes, le jardinage. Donc, pour moi, c'est totalement contre-productif. Si on veut vraiment œuvrer pour l'égalité homme-femme, il faudrait permettre aux filles de jouer au football. Et là, il y a probablement plein de choses à faire à l'école et après. Et puis permettre également aux garçons de faire du jardinage. Mais cette vision, elle tend finalement à enfermer garçons et filles dans des identités
tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Après, réfléchir sur les investissements en matière de toilettes publiques, c'est vrai qu'on peut se dire, de fait, ça profite quasiment uniquement aux hommes, puisque la pratique de l'hygiène, c'est plus facile. Robert Ménard, est-ce qu'à Béziers, vous vous apprêtez à adopter un budget genré ? Honnêtement, le ridicule, regardez, pendant qu'on a la présentation, sur les bancs, on arrive à une connerie innommable, la taille des bancs, en plus on montre de mauvais bancs, parce que ceux-là, ils étaient plus serrés, ça rime à rien. Honnêtement, vous croyez que c'est le problème aujourd'hui, la taille des bancs, parce qu'on serait trop près de son voisin? Et puis, continuons, allons sur la logique. Pourquoi donc on proteste ici sur ce tableau, en général unanimement, pour dire qu'il ne faut pas séparer ou réserver des heures de piscine aux femmes, comme le veulent un certain nombre d'islamistes, mais ils sont exactement dans la même logique. En plus, sur le foot, c'est une connerie épouvantable. Quelle est la meilleure équipe de football européen féminine? C'est qui? C'est Lyon. C'est Lyon. Ça veut dire que moi, j'y mettrais encore plus de cours pour que les filles jouent au foot. Et les filles de Lyon, elles sont formidables. Alors attendez, là-dessus, sur ce point, rendons quand même justice à la mairie de Lyon, parce que la pensée est un peu plus complexe. Écoutons l'adjointe en charge de ces sujets. Voilà ce qu'elle dit exactement sur les cours d'école et ces fameux terrains de foot qui sont trop, pour elle, un investissement uniquement dédié aux garçons. Écoutons-la. On se rend compte qu'il y a des activités pour lesquelles il n'y a que des garçons ou que des filles. Quand il y a un terrain signalé au sol de football, que c'est surtout les garçons qui occupent l'espace central qui jouent, et on trouve des garçons et surtout des filles qui sont en périphérie. On peut continuer à faire du football, évidemment, mais il faut que les adultes interviennent pour organiser les jeux, et il peut y avoir en effet d'autres activités, comme le jardinage ou d'autres, parce que ce travail sur l'égalité femmes-hommes se fait dans les deux sens. Donc elle dit quand même, il faut que les adultes interviennent pour organiser les jeux, sous-entendu, dites aux garçons qui n'ont pas le monopole du terrain de foot pour que les filles aussi qui en ont envie puissent jouer mais au je foot. veux bien Non, voilà, c'est quand même une nuance importante. Mais c'est une connerie à tomber à la renverse. Je vais arrêter de financer les clubs de gymnastique parce qu'il y a 90% de filles et 10% de garçons. Je vais plus donner d'argent au conservatoire de danse parce qu'il y a à peu près 90% de filles, 95% de filles et 5% de garçons. Mais enfin, attendez, mais c'est ridiculiser un vrai problème. Qu'il y ait des discriminations, bien sûr. Mais là, je veux dire, ils sont plus caricaturaux qu'on peut l'imaginer. On nous avait déjà fait le coup avec l'arbre de Noël, les arbres morts. Là, honnêtement, ça vous donne envie, de pouffer de rire. 2, ça ridiculise de vrais problèmes. Bien sûr qu'il y a des problèmes d'inégalité. C'est à ça qu'il faut s'affronter et trouver des solutions. Mais pas ça, là. Est-ce que ce n'est pas le moyen de découvrir quand même qu'il y a certains investissements dont on ne soupçonnait pas qu'ils bénéficiaient surtout bien sûr mais on aux le garçons sait ou aux filles, Gérard. On le sait parfaitement. Essayons de ne pas être aussi cruels, même si on aurait tendance à l'être en voyant les initiatives. Essayons de ne pas être aussi cruels parce que c'est comme récemment vous étiez venue, madame, pour l'écriture inclusive. Immédiatement, que ça a été écrit en écriture inclusive. Immédiatement, on a tendance à caricaturer et à ne pas reconnaître une question simple, c'est qu'il y a aujourd'hui des problèmes qu'on ne se posait pas avant, qu'il n'est peut-être pas illégitime de se poser. J'ai regardé de près ce budget genré, il est moins caricatural qu'on le croit. Vous avez bien fait de le rappeler, il y a par exemple la volonté de soutenir le foot féminin et de faire en sorte, évidemment, que les femmes, les filles jouent au foot. C'est pas du tout, madame, l'idée, les garçons vont jouer au foot et on va donc donner des poupées pour que les filles puissent Quel rapport avec les cours de récréation? Ils ont qu'à soutenir l'Olympique Lyonnais féminin. Je vais essayer. Plus, tu vois. Essayons de comprendre. Je parle souvent de mes enfants. J'ai une fille qui est en 6e. Je parlais l'autre fois justement de la cour de récré et elle me décrivait, je ne sais pas comment on est arrivé à ça, elle me décrivait la situation qui est évoquée, les garçons occupant l'espace et les filles plutôt en périphérie. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas intervenir de façon caricaturale sur cette situation, mais prendre au sérieux le fait que dans l'histoire des villes, elles ont été pensées, les villes, pour les hommes, par les hommes. Et qu'il y a donc sans doute, au moment où on réfléchit à un budget, un certain nombre de mesures. Les toilettes, ça vous plaît bien. Les bancs, je trouve ça un peu surprenant, mais peut-être que les femmes sont moins en sécurité dans certaines rues et que l'éclairage, par exemple, c'est une mesure nécessaire pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Donc, ne jetons pas la sécurité, c'est un problème qui ne concerne pas que les femmes, qui concerne tout le monde. D'un autre côté, les agressions, c'est un fait que des hommes hésiteraient peut-être moins à sortir la nuit dans une rue qu'une femme. Donc,
Je ne vous dis pas que les mesures qui sont proposées sont bonnes, je n'en sais rien. Mais je trouve assez étonnant, comme pour l'écriture inclusive, qu'on se pose aujourd'hui des questions comme celle d'un budget qui ne serait pas fait pour un être humain unique, mais en tenant compte d'un certain nombre de situations. Pourquoi ne pas accepter Gérard Miller, c'est modéré. Le problème des toilettes, pour être réaliste, non, parce que là, on finit par parler de n'importe quoi. Vous savez combien ça coûte à une municipalité des toilettes publiques d'entretien quand vous avez une société qui le fait, comme nous tous? Ça coûte 14 000 € par an. 14 000 €. Pour une ville comme Béziers. Mais pour toutes les villes, chaque fois que vous installez des toilettes publiques à un endroit, ça coûte l'entretien. Je ne vais pas citer la société. À l'unité, d'une certaine manière. Ça coûte 14 000 €. Mon souci, plutôt que de dire des conneries pareilles, c'est où les gens ont raison, c'est que les toilettes, il n'y en a pas assez. 2, elles ne sont pas assez bien entretenues. Mais ce n'est pas une affaire d'homme ou de femme. C'est juste qu'il n'y en a pas assez, qu'elles ne sont pas assez. Le moment est venu d'entendre Sophie. Sophie, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est totalement contre-productif et même, dangereux à pas mal d'égards. Je vais essayer d'aller vite. Mais quand j'étais écolière, je me souviens que quelque chose qui semblait être un progrès par rapport à la génération précédente, c'était la mixité, justement. Un truc dingue, la mixité. C'est-à-dire que les garçons et les filles, à l'école, au collège, au lycée, soient ensemble dans les mêmes classes. Qu'il n'y ait pas, par exemple, des cours de couture pour les filles et des cours de bricolage pour les garçons. C'est pas ce qui est proposé, quand même. Attendez, on s'en rapproche quand même. Enfin, je veux dire, après le jardinage, j'attends le cours de cuisine, avec impatience, épanouissant. Donc ça, c'est la première chose. Le jardinage, c'est pas genré, comme qui dirait. Oui, enfin, c'est présenté de façon genrée. C'est présenté de façon... C'est une alternative au foot. Oui, mais une alternative mixte. Oui, je ne suis pas l'avocat du maire de Lyon, mais voilà, je réfléchis avec vous. En tout cas, plus globalement, la mixité, en tout, était un progrès. Il y a quelques décennies, c'était quand même formidable de pouvoir vivre ensemble. Et aujourd'hui, ce retour en arrière m'estomaque, me laisse sans voix. J'ajoute que pour arriver à ces découvertes extraordinaires, c'est plutôt les garçons qui jouent au foot et les toilettes publiques pour les femmes, c'est pas terrible. C'est vraiment des trucs dont vous ne vous seriez pas douté, David. Donc c'est vraiment une révélation pour vous ce soir. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont embauché quoi? Un cabinet de conseil. Donc là, moi, j'ai quand même 2 ou 3 questions sur la manière de faire les choses. Si une municipalité veut effectivement améliorer la vie des femmes, eh bien, l'argent du cabinet de conseil et de la grande opération de communication autour du premier budget genré français, eh bien, moi, si j'étais maire de Lyon, je le mettrais plutôt dans l'entretien des toilettes. Vous voyez, dans le fait de concevoir effectivement de l'éclairage public qui soit convivial pour tout le monde, des choses comme ça. Je trouve que parler avec une outrecuidance insensée de progrès humain de la part du maire de Lyon, un peu sentencieux. Oui, et puis alors s'il veut effectivement être sûr que les Verts, les écologistes n'aient aucune chance à l'élection présidentielle, alors là, qui continue comme ça, c'est un Adrienne sans Breton, faute. quand même, quand on regarde les investissements d'une municipalité, je parle sous le contrôle de Robert Ménard, qui gère Béziers depuis 2014. Après tout, il y a des boulodromes. Et on suppose quand même, le boulodrome, tout le monde peut y jouer, à tous âges. Enfin, ça s'adresse d'abord aux retraités, soyons clairs. Et puis, il y a des skateparks. Et soyons clairs, là encore, à 85 ans, rien n'interdit de faire du skate. Enfin, ça s'adresse plutôt à des jeunes. Donc, on veille à ce qu'il y ait des équilibres. Après tout, pourquoi pas faire la même chose pour les hommes et les femmes ? Justement, je trouve qu'en fait, dans ce cas-là, on ne s'en sort plus. C'est-à-dire qu'on fait l'analyse de tout le budget en fonction de toutes les catégories, donc les plus âgés, les plus jeunes, en fonction également des catégories sociales. Pourquoi pas? Est-ce que l'espace public est davantage pour les cadres ou pour les ouvriers? On peut se poser beaucoup de questions. Mais pour revenir sur l'égalité homme-femme, on peut avoir une politique de lutte contre les inégalités sans avoir un budget genré. Il faut quand même rappeler cela. Je pense que la plupart des municipalités, le gouvernement, tous les pays ont des politiques de lutte contre les inégalités hommes-femmes, mais ça passe pas par un budget genré. Le problème du budget genré, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas non plus analyser et prendre des décisions de politique publique seulement à l'aune de l'égalité homme-femme. Je vais prendre un exemple qui n'est pas du tout, à mon avis, dans le budget de la ville de Lyon, mais pour montrer à quel point ça pourrait être absurde. Aujourd'hui, on est dans une crise économique. Si on veut relancer l'emploi, il y a un secteur qui fonctionne toujours très bien, c'est la construction. Okay, donc si on veut créer de l'emploi rapidement, on met de l'argent dans la construction. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la construction, c'est surtout des emplois masculins. Donc si on avait un budget genré,
Si on devait uniquement prendre des décisions en fonction de l'égalité homme-femme, on ferait quoi? On se dirait, non, on ne relance pas le secteur de la construction parce que ça crée trop d'emplois masculins. Enfin, on ne peut pas analyser tout à l'aune de l'égalité homme-femme. Ça reste, à mon avis, un sujet majeur. Pour moi, c'est un sujet crucial, effectivement, l'égalité homme-femme. J'étais venue défendre l'écriture inclusive sur votre plateau, donc ça reste quelque chose pour moi de central. Mais pour autant, il y a d'autres enjeux de politique publique. Et donc moi, je pense que l'égalité homme-femme doit être un sujet de politique publique, mais ça ne doit pas être le sujet qui englobe l'ensemble de l'analyse des politiques publiques et d'un budget. D'accord avec ça, personne ne le dit. J'écoute ce que vous dites. Je suis d'accord à 100% avec la défense de la mixité. Là, on n'est pas contre la mixité. Tout d'un coup, on se pose des questions nouvelles, notamment sur le fait... Moi, je ne connaissais même pas, je dois avouer, peut-être que ce n'était pas votre cas, je ne connaissais même pas l'expression de budget genré. Et j'ai découvert en effet que depuis plusieurs dizaines d'années, il y avait des tas de villes qui avaient des budgets genrés. Je ne dis pas que c'est la solution. Je dis en tout cas qu'à partir du moment où on se pose de nouvelles questions, comme sur l'écriture inclusive, aujourd'hui, il ne faut pas quand même qu'un certain nombre de mots soient absolument proscrits. Aujourd'hui, dès qu'on dit genré, dès qu'on dit postcolonial, dès qu'on dit intersectionnalité, dès qu'on dit inclusif, on a l'impression que c'est je ne sais quelle folie qui arrive. C'est intéressant de voir des mères se poser la question, qui est quand même bien réelle, que les femmes, dans la ville, n'ont pas exactement les mêmes possibilités que les hommes. Mais c'est pas ça qu'il s'agit, mais c'est la solution qui pose problème. Voilà, c'est la solution. Je suis d'accord avec vous. Vous parlez quand même des skateparks dédiés aux filles. Sur la réponse. C'est ça qui pose problème, c'est le fait d'assigner les garçons et les filles à certains équipements et à certains horaires. C'est ça. Gérard, terminez. Simplement, je suis d'accord avec vous. Discutons des solutions. Moi, je n'ai pas été convaincu par ce que j'ai vu là, mais j'aime bien la question. Je ne trouve pas que la question, il faut la passer aux oubliettes. C'est différent. Robert. Tout à l'heure sur les boulodromes, je vais vous dire la réponse qu'on apporte. Oui, c'est surtout joué par des hommes, la pétanque. À Béziers, depuis 3 ou 4 ans maintenant, je ne sais pas si vous connaissez bien la pétanque, c'est un truc plutôt du Sud, mais on a un type qui s'appelle Philippe Quintet, qui est le plus grand joueur de l'histoire de la pétanque. Il se fait qu'il est français. C'est beaucoup joué par des Français, mais aussi des Italiens, des gens de Madagascar, des Thaïlandais. On fait venir Philippe Quintet, qui fait jouer des garçons et des filles, des petits dans les écoles, et on s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on peut penser, les filles peuvent être aussi à droite que les garçons pour jouer à la pétanque. Contrairement à ce qu'on peut penser. Non, mais à ce qu'on pense souvent, parce que, il y a quand même un... C'est pas si lourd que ça, quand même, une pétanque. Ah non, mais il y a un certain nombre de clichés sur les femmes que les femmes véhiculent elles-mêmes sur la pétanque. Je vois que vous n'allez pas souvent jouer à la pétanque. Je ne suis pas sûr que vous ayez même joué une seule fois de votre vie. Si, j'ai déjà joué. Oui, non, si c'est l'été avec des boules en plastique sur la plage, je parle de jouer sérieusement à la pétanque. Celle qui est lourde. Et ouais, c'est un vrai job. Voilà, on a des réponses comme ça. Attendez, ils se font de la pub à bon compte. Et vous avez raison, ça a dû leur coûter la peau des fesses pour faire ça. Au moins qu'on utilise l'argent de façon intelligente. Regardez, on est assez cons tous pour pouvoir tous ensemble consacrer je ne sais pas combien de minutes à ce sujet. Non, mais il a gagné. Attendez, il y a des sujets qui émergent comme ça. Et si ça se trouve, dans quelques années, ne pas faire un budget genré sera regardé de travers. Peut-être. Les poules auront des dents que je ferai un budget genré, je vous le dis. Bon. Alors, honnêtement, j'ai d'autres priorités aujourd'hui dans ma ville, de pauvreté, d'exclusion, du coronavirus, que le budget genré. Vraiment. Bon, merci. Adrienne Breton, merci d'avoir été avec nous pour évoquer ce sujet. On va accueillir maintenant Enrique Casalino, on va parler du virus. Et juste avant d'aborder la vaccination, je voudrais qu'on commente les 2 informations de cet après-midi. D'abord, les chiffres. Les chiffres viennent de tomber, ils sont quotidiens, mais maintenant on les a un peu plus tôt. Enrique Casalino, rejoignez-nous, cher professeur Casalino. Voilà, les 3 chiffres de l'après-midi. Les contaminations, c'est le yo-yo en fait. C'est le yo-yo, et là... on retrouve quand même un chiffre assez haut. Les chiffres n'ont de sens réellement que quand on prend les semaines lycée. Enfin là, on a un chiffre quotidien qui est à nouveau important. Donc c'est le yo-yo. C'est le yo-yo. Et là, on retrouve un chiffre qui n'est pas très bon. En revanche, hospitalisation, ça baisse toujours. On l'a déjà dit hier. Les hospitalisations, ça baisse. Les réanimations, ça reste préoccupant. Ça, ce sont des chiffres au niveau national. Il faut avoir le cœur bien accroché, hein. Parce que ça bouge d'un jour à l'autre. Les 2 informations. D'abord, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, confirme à l'issue du Conseil de défense, bonsoir professeur Casalino, soyez le bienvenu,
confirme à l'issue du Conseil de défense ce qu'on pressentait. L'Île-de-France est le département le plus touché, le département où la tendance est la moins bonne, la région où la situation dans les hôpitaux est peut-être la plus critique, mais il n'y aura pas de reconfinement comme c'est le cas autour de Dunkerque, comme c'est le cas autour de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Écoutez Gabriel Attal qui dit pourtant que la situation est préoccupante. Les services de réanimation sont de plus en plus pleins, sont de plus en plus mobilisés et les disparités territoriales sont fortes. D'un territoire à l'autre, l'épidémie n'a ni le même visage, ni la même férocité. La situation hospitalière est ainsi particulièrement préoccupante en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en région sud. C'est sur ce point que je veux vous entendre pour commencer. Professeur Casalino, chef du service des urgences à l'hôpital Bichat, et puis vous coordonnez un certain nombre d'hôpitaux en région parisienne. Est-ce que vous dites, comme un certain nombre de professeurs, que sur l'Île-de-France, il faudrait resserrer, il faudrait reconfiner au moins le week-end comme on l'a fait ailleurs? La situation est quand même très difficile dans les hôpitaux. Les équipes sont sous très forte tension. C'est un peu le désert des Tartares. Ça fait des semaines et des semaines que tous les modèles disent à un moment ça peut déraper. Et en permanence, nous sommes sous très forte tension. On dit nous sommes sur un plateau très haut. Un plateau très haut, par définition, c'est un faux plat. Il y a des moments où il baisse, il y a des moments où il monte, mais il y a eu un effet cumulatif de saturation. Toutes les semaines, quelques petits patients en plus, et nous sommes à plus de 3900. C'est quand même extrêmement tendu. Pour la France entière. Je vous rappelle que quand on dit que 80% de notre capacité de réanimation est occupée, ça ne veut pas dire qu'il y a 20% que c'est peace and love et qu'elle est vide. Nous sommes en train de faire dans ce 20% ce qu'on faisait avant dans 100% des lits. Parce que nos lits sont habituellement occupés pour des patients, monsieur tout le monde, avec toutes les pathologies du quotidien. Enrique, précisez votre réponse. Parce que Emmanuel Macron, il dit, je reprends votre phrase, à un moment donné, ça peut déraper. Emmanuel Macron, son raisonnement, c'est de dire, si on voit que ça dérape vraiment, à ce moment-là, on agira. Et les exemples anglais, irlandais montrent que même quand ça commence à déraper, on peut vraiment agir et avoir un effet. Est-ce que vous dites non, ce serait déjà trop tard et il faut agir maintenant? C'est un choix politique. Moi, je respecte le choix politique. Moi, ce que je me pose comme question, c'est le respect aux patients et le respect aux équipes de soins. Les patients sont en danger parce qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont en difficulté pour assurer l'ensemble de leur mission. Les patients Covid, s'il y avait vraiment une poussée épidémique brutale, il n'y a pas de capacité pour continuer à recevoir ces nouveaux malades. On ne va pas nous refaire le coup de décembre où tout d'un coup on dit « Oh là là, on ne s'y attendait pas à une courbe qui monte si vite ». Nous savons que dans toutes les épidémies, c'est comme ça. Ça a du mal à décoller comme un avion, mais quand il décolle, il s'emballe. Sauf que ça fait des semaines qu'on nous dit que ça doit décoller. Quand le variant anglais est devenu majoritaire, ça n'a pas décollé. Nos propres chercheurs français ont publié que le fait de retarder une décision, nous la payons avec des décès. Nous avons tous les jours 200-300 décès, dont quelques-uns, au moins, étaient évitables. Et aujourd'hui, en plus, le discours de mes collègues réanimateurs, parce que je les vois tous les jours, j'ai la responsabilité aussi d'une unité de réanimation, c'est que les patients sont de plus en plus jeunes. On n'est plus dans la caricature de qui meurt, c'est 87, 88, 90. Non. Aujourd'hui, il y a des patients qui souffrent de 40, de 50, de 60. On l'a évoqué hier. Chacun d'entre nous. Donc, c'est inquiétant. Si l'espoir, parce que c'est ça en fait, l'espoir c'est on va passer et le printemps arrive, et comme le printemps arrive, il va très bien, moi il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est qu'il y a des pays où il fait chaud, où l'épidémie est en train de flamber. Est-ce que c'est le fait des variants? Est-ce que c'est une évolution naturelle du contexte épidémique? Mais au Brésil, en Amérique du Sud où c'est l'été, au Maroc, pas en partout Turquie, en Amérique du Sud, mais au Brésil, oui. Au Brésil, au Pérou, ça flambe. Et c'est des pays qui sont en plein été. Enfin, Bolsonaro, on l'a dit et redit, pour lui, il faut rien faire, ce virus, c'est pas grave, il faut travailler, vivre comme avant, même le masque, il est inutile. Enfin bref, et si vous me permettez d'être mauvais, vous allez être content. La question que je me pose comme soignant, c'est est-ce que c'est parce qu'on veut protéger l'économie? J'ai un peu de mal à croire. Est-ce qu'on s'inquiète de votre équilibre psychologique et du mien? J'ai un peu de mal à croire. J'ai l'impression qu'on s'inquiète surtout d'avoir à prendre une décision impopulaire, peu populaire ou mal acceptée. Deuxième info de l'après-midi. Et à ce moment-là, ce serait quand même inquiétant. Deuxième info de l'après-midi.
Et d'une certaine manière, elle vient conforter la première. Le confinement, le week-end, tel qu'il est pratiqué à Dunkerque et agglomération, mais aussi à Nice et sur le littoral des Alpes-Maritimes, ça marche. Écoutez Gabriel Attal. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la situation des Alpes-Maritimes? D'abord que ces mesures, puisqu'il y en avait d'autres autour, produisent des effets. Le taux d'incidence a baissé, je crois, de l'ordre de 22% en une semaine dans les Alpes-Maritimes, ce qui montre que ces mesures qui ont été décidées après concertation au niveau local ont des effets dans les Alpes-Maritimes. Voilà, montage Aminat Adem. Tout ça pour dire... Je peux répondre à ça? Oui. Tout dépend quel est l'objectif qu'on se donne. Si nous avons une vieille voiture avec des vieux freins et on roule à 150 à l'heure, la voiture, elle va mettre 200 mètres à freiner. Or, notre objectif est qu'elle freine en 60 mètres. La question, c'est s'il y avait vraiment une poussée épidémique avec une pression sur les réanimations dont leur marge de manœuvre est très étroite, et on veut freiner, ce n'est pas avec le confinement du week-end qu'on va freiner. Je ne défends pas, David, le principe du confinement. Je ne défends pas qu'à tout prix, il faut dicter un confinement. Je me pose la question simplement de quel est l'objectif. Parce qu'il faut qu'on le sache. Chacun des citoyens doit savoir quel est l'objectif. Non, mais là, il y a quand même un résultat. Non, 20% de taux d'incidence en moins, ça peut être les fluctuations naturelles. 20%. Et il suffit qu'on dise qu'on a confiné le week-end et les gens vont faire un peu plus attention au port du masque, ça peut jouer. La question, c'est en combien de temps on freine? Est-ce que les hôpitaux avaient une capacité de réserve pour continuer à prendre des patients suffisante pour que l'effet attendu ne soit pas en 20% chaque semaine, donc on va mettre plein de semaines, ou est-ce qu'on avait besoin d'un coup de frein beaucoup plus sévère pour garantir la capacité d'accueil du système de soins? Même Boris Johnson, dans ses présentations, il marque devant « porter les masques », respecter les mesures, parce qu'il faut protéger le système de santé et on va sauver des vies. Aujourd'hui, on a l'impression que protéger le système de santé et garantir sa capacité à fonctionner et à répondre aux besoins et aux droits d'accès à la santé de la population n'est plus la priorité. On a compris le fond de votre pensée, qui est partagé, il faut le dire, par une majorité de professeurs et de médecins, pas par tous. On reçoit régulièrement Martin Blachier, qui lui dit « tant qu'on peut tenir, on tient », bref, qui félicite d'une certaine manière Emmanuel Macron pour sa doctrine. Vous voulez dire un mot là-dessus ou on enchaîne sur la vaccination? Juste un mot. Non, mais c'est plus une question qu'un mot. Par exemple, dans ma ville, les taux d'incidence ont flambé. Je veux dire, on est 250 jusqu'à presque 300. Lunel, qui est une petite ville, vous voyez, entre Béziers et Montpellier, ça a explosé. Alors qu'à Montpellier, 30 km plus loin, on est à un tiers du même taux d'incidence. Quand je demande, je vous le demande à vous, quand je vois le patron du centre hospitalier de Béziers, personne n'a une explication. Vous avez compris? On me dit, oh mais c'est comme ça, on n'en sait rien. Pourquoi ça monte? C'est pour ça que les 22%, le professeur a raison, parce que nous, les 22%, on les a eus comme ça, c'est les variations comme c'est des variations, honnêtement, pas significatives. C'est des moyennes lycée quand même, enfin bon. Là, en tout cas, nous, c'est pas significatif. Je vous avoue que du coup, je comprends rien. Est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin? Est-ce qu'à partir de quel taux d'incidence il faut prendre telle mesure? Est-ce que c'est 300? Alors, non, mais voilà. Non, mais c'est simple. Béziers, Lunel, Montpellier, 3 endroits très proches, des grandes agglomérations si et vous des avez situations différentes. beaucoup de lits en réanimation encore disponibles, vous êtes à moins de 50% ou à 50 ou 60%. Vous voyez que la tendance est à une certaine stabilité. Vous voyez que le taux d'incidence chez les personnes âgées est maîtrisé. Donc la perspective de recevoir beaucoup de patients en réanimation paraît faible. On peut se donner du temps et respirer. Non, mais ce n'est pas la question que vous pose Robert Ménard. Il vous demande comment ça se fait. Non, mais c'est un phénomène mathématique. Moi, mais professeur, comment se fait-il qu'à 30 km de distance, quand on voit aucune différence comme ça dans les mesures qui sont prises, c'est les mêmes mesures partout, on ait des chiffres du simple au triple? Parce que c'est les variations naturelles, ça dépend du contexte social, ça a été démontré, les études françaises l'ont démontré, ça dépend de la densité de la population, ça dépend des conditions d'habitat. Si les gens habitent dans des petits appartements à beaucoup, forcément c'est plus difficile. Mais là on est à peu près dans la même situation. Non, mais on peut dire qu'on n'arrive pas à tout expliquer. On peut dire qu'on n'arrive pas à tout expliquer. Parce qu'en même temps, au printemps, c'était exactement le contraire. Tout allait bien à Béziers et pas à Montpellier. Est-ce que ça veut dire que c'est complètement irrationnel? On ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Il faut accepter qu'on ne puisse pas répondre à M. Ménard. Par contre, on peut répondre aux professeurs.
qui disait mais quel est l'objectif? Après un an, on sait quel est l'objectif. L'objectif est assez simple. Si ce que vous appelez le coup de frein, c'est-à-dire le confinement à 100%, on était sûr que ça marche. C'est-à-dire qu'on pouvait se dire on va tous supporter encore un confinement à 100% comme on l'a supporté il y a un an, et après, ça ne sera peut-être pas réglé, mais ça sera à 80% réglé. On serait tous pour. À partir du moment où personne ne peut nous garantir ça, eh bien, en effet, on est obligé de faire du compromis. C'est-à-dire de faire un peu moins de morts, un peu moins de ceci, un peu moins de cela, un peu moins de troubles psychologiques, un peu plus d'activité économique. Donc, on est maintenant rentré dans une période de dentelle. Et quand les médecins parlent, je comprends très bien. Je vais prendre un exemple, une seconde. On sait que si on met la limitation de la vitesse à 80 km/h, on sait que ça tuera moins de gens et qu'il y aura moins d'accidents. Il n'y a que les imbéciles ou ceux qui ne veulent rien voir qui croient que c'est pareil, 80 ou 100. Ça n'est pas vrai. Et même 90 et 80, ça n'est pas vrai. Et en même temps, plein de départements ont décidé d'augmenter parce qu'il y avait un insupportable pour beaucoup de gens de la population. Parce que c'était impopulaire et parce qu'ils nous expliquaient par A plus B qu'on était obligé de tenir compte des gens qui... Oui, mais c'est pas parce que c'est impopulaire que c'est illégitime. Mais on est obligé professeur, de trouver une sorte de compromis. On ne peut pas faire sans le point de vue des gens. Sur les voitures, qui était le plus opposé à la limitation de vitesse? Moi, je le vois dans mon département, c'est les gens dans l'arrière-pays, les gens qui font 40 km ou 30 km pour venir travailler à Béziers et qui en ont assez, qui disent on n'est pas à Paris, c'est des routes qui sont confortables, vous nous cassez les pieds, déjà vous taxez le diesel. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Oui. Je dis tu ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Moi, Sophie, vous voulez dire un mot, Sophie, et je ne les prends pas de haut. On enchaîne sur les vaccins. Très rapidement, ce que je voulais dire, c'est que tout ça est très bien, professeur, sauf qu'on nous a dit, les personnes qui vraiment prônaient le confinement dur, strict, tout de suite, etc., en janvier, nous avaient prédit l'apocalypse en février. Pas maintenant, mais en février. Et donc, citoyens circonspects que nous sommes, on est forcément méfiants. Aujourd'hui, sur le marc de café des algorithmes, voyez-vous, car évidemment, il s'est révélé complètement inopérant. L'idée, du coup, de tâtonner... Non, mais moi, c'est un pari. Hein. L'homme politique fait un pari. On va essayer de passer, et jusqu'à maintenant, ça passe. Juste un point, c'est que une des difficultés essentielles, c'est qu'on a transformé, de mon point de vue, je peux me tromper, David, hein, on a transformé le confinement dans l'ennemi. Ce n'est pas le confinement l'ennemi. Le confinement a démontré qu'il met un coup de frein violent. Et en Angleterre, en France, dans tous les pays, quand on a fait des confinements sévères, l'épidémie a brutalement diminué. Oui, mais comme disait Gérard Miller, ça ne nous a pas sorti d'affaire pour autant. Mais non, parce que ce n'était pas l'objectif. Le confinement n'a pas pour objectif de faire disparaître le virus. Il fait simplement freiner l'épidémie. Ça nous donne une période de pause pendant laquelle l'épidémie est beaucoup plus basse, ce que nous n'avons pas eu après le deuxième confinement parce qu'on s'est contenté d'un plateau très haut. Et c'est pour ça que la réanimation est à 3 900 patients et que nous avons comptabilisé 89 000 décès depuis le début de l'épidémie, plus de décès dans la deuxième période que dans la première. Bon. Quand même. Allez, on avance parce que c'est la clé. C'est la clé et c'est la toile de fond de notre discussion depuis tout à l'heure. La vaccination, ce sujet, il nous agite et c'est normal, parce que demain, il y aura une nouvelle conférence de presse d'Olivier Véran, très vraisemblablement, et on se demande toujours, il y a une politique territoriale, est-ce que telle ou telle région va se voir appliquer des mesures de restriction ou pas? Mais la toile de fond, c'est la vaccination. Et regardons à nouveau ce graphique qui nous dit tout d'une certaine manière. L'accélération du week-end a fait long feu. Et on est repassé, pour les primo-injections, on est repassé sous la barre des 100 000. Vous vous souvenez, on était à plus de 200 000 par jour. On était à quasiment 600 000 pour vendredi, samedi, dimanche. Non, on est repassé sous la barre des 100 000. Et, je le disais, il y a toujours un certain flou pour comprendre les raisons pour lesquelles ça ne décolle pas en France. Ça ne décolle pas vraiment, alors que tout le monde sait bien qu'il faudrait faire 300 000 par jour pour arriver à observer les objectifs du gouvernement et pour arriver à une situation où on pourrait souffler un peu et on pourrait entrevoir ce fameux retour à la normale à la mi-avril ou à la fin mars. On a du mal à comprendre pourquoi. Eh bien, ce soir, on va établir les 4 moments, les 4 choix sur lesquels on a un peu regardé de haut la Grande-Bretagne, parce que nous, on est les meilleurs en France. Et puis dans l'Union européenne, on est les meilleurs, ça va de soi. Ils ont voté le Brexit quand même. Bon, on les a un peu regardés de haut et finalement, c'est eux qui nous font la leçon. Voici les indispensables avec Fanny Veil.
Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Voilà, vous dites on a eu un peu de condescendance vis-à-vis de nos amis britanniques. Alors sur quel sujet par exemple et quels sont les 4 sujets ? Eh bien, ces sujets, vous l'avez dit, ils sont 4, ils sont différents et ils ont tous changé. Le premier, c'est la rapidité avec laquelle les experts britanniques ont validé les vaccins. Par exemple, Pfizer, validé le 2 décembre par Londres. Chez nous, c'était le 24, 3 semaines plus tard. AstraZeneca, validé chez eux le 30 décembre. Chez nous, le 2 février, plus d'1 mois après. Et écoutez, à l'époque, le discours officiel français, c'était tout simplement « ce n'est pas sérieux ». C'est peut-être une différence que nous avons avec d'autres pays, et nous l'assumons, c'est le souhait de mener à leur terme l'ensemble des expertises scientifiques sans passer par des procédures accélérées, puisque c'est là un gage de confiance pour nos concitoyens. Le maître mot, c'est la progressivité. Nous ne voulons pas confondre vitesse et précipitation. Ne confondons pas, néanmoins, vitesse et précipitation. Voilà, sous-entendu, ils se précipitent ces Anglais, ils ne sont pas prudents, ils ne font pas vraiment attention. Absolument. Sauf que le résultat, c'est que la Grande-Bretagne a pris une large avance sur nous. Le 15 janvier, quand nous commencions réellement notre campagne de vaccination, les Britanniques avaient déjà réalisé plus de 4 millions d'injections, première et deuxième dose confondues. Quel est le deuxième sujet, le deuxième choix, le deuxième carrefour de cette vaccination sur lequel, voilà, encore une fois, on s'est dit, ces Anglais, ils ne sont pas très sérieux ? Eh bien, ce deuxième choix, c'est de privilégier les premières doses et donc d'aller au plus pressé. Les Anglais, les Britanniques ont choisi d'attendre 12 semaines entre les 2 injections, alors que nous avons suivi la règle initiale de 3 à 4 semaines d'écart. Et là encore, Olivier Véran sous-entendait que la Grande-Bretagne n'avait pas vraiment respecté la sécurité concernant les données. Écoutez. Nous sommes, je reprends les mots du professeur Fischer, face à une part d'inconnu et d'incertitude. Et je fais donc le choix de la sécurité des données validées. Je maintiens donc, sur la base des informations dont je dispose, le délai d'injection entre 2 injections Pfizer à 21 ou 28 jours, c'est-à-dire 3 à 4 semaines. Et pourtant, le choix des scientifiques britanniques a bel et bien été validé. Public Health England, l'équivalent de Santé publique France, affirme qu'une dose unique de vaccin réduit l'infection de 65% chez les jeunes adultes et de 64% chez les plus de 80 ans. Aujourd'hui, des médecins appellent à adopter cette même stratégie. Écoutez par exemple Martin Blachier. Parce que ce qui a bien montré l'étude écossaise, c'est qu'en gros, 7 jours après la première dose, 60% de chances de protection. Au bout de 15 jours, 85%. Et au bout de 3 semaines, 95%. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir la première dose. Et 3 semaines après la première dose, vous avez quasiment 100% de protection. Donc je pense qu'on aurait dû faire comme les Anglais. La deuxième dose, c'est important, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est que le maximum de Français reçoivent la première dose et la reçoivent dès qu'on a les fioles. Résultat de cette stratégie, les Britanniques ont pu aller à un rythme beaucoup plus soutenu que nous, sans appliquer à la lettre le principe de précaution. Aujourd'hui, près de 23 millions de Britanniques ont reçu une injection, alors qu'en France, nous venons tout juste de passer les 4 millions. Le troisième sujet, Fanny, vous nous dites que ce sont ces fameux vaccinodromes. Et oui, souvenez-vous, les Britanniques ont transformé en centre de vaccination leurs églises, ici la cathédrale de Salisbury, leur stade, ici l'immense stade de Wembley à Londres, ou encore par exemple leur salle de cinéma. Mauvaise idée, criait à l'époque le gouvernement. Écoutez. Certains pays ont fait le choix d'avoir des vaccinodromes, enfin 50 vaccinodromes à l'échelle du pays. Imaginez les distances qu'il y aurait à parcourir et ce que ça représente. Ça n'a pas été un gage d'efficacité en France. D'autres pays avaient peut-être eu plus de résultats en cela. Nous faisons le choix, et la plupart, l'immense majorité des pays autour de nous font le choix des circuits de vaccination que nous connaissons. Et pourtant, là encore, revirement, mais du bout des lèvres, le mot vaccinodrome ne sera jamais prononcé, mais ce sont bel et bien des vaccinodromes qui ont été mis en place ce week-end et qui ont permis de gonfler le nombre d'injections, vous en parliez il y a quelques instants, à 585 000 entre vendredi et dimanche, 6 fois plus que les week-ends précédents. Aujourd'hui, donc, la France va ouvrir de nouveaux vaccinodromes. Par exemple,
Le stade Vélodrome à Marseille, ce sera la semaine prochaine. Le gouvernement se justifie dans le journal du dimanche. Il explique que l'option des vaccinodromes n'avait jamais été écartée. Quand on aura passé le cap du 1 million de doses livrées par semaine, il faudra multiplier les canaux et redimensionner les centres de vaccination. Oui, alors c'est vrai que cela, sur le choix des vaccinodromes, ça répond d'une certaine manière à la stratégie beaucoup plus pusillanime du gouvernement français en matière de vaccination. Des équipements comme ça, si tu n'as pas les vaccins. Voilà, si on y va tout doucement. La Attention, réalité. là on a les doses aujourd'hui. Là on a les doses. Si on y va doucement, c'est parce que, encore une fois, c'est des questions de stratégie. Bref, le dernier choix sur lesquels quand même on a regardé nos amis britanniques avec un peu de sourire, c'est la fameuse polémique AstraZeneca. Et oui, les experts britanniques ont autorisé d'emblée le vaccin AstraZeneca aux personnes âgées, c'est-à-dire les plus fragiles, alors que chez nous, c'était exclu, souvenez-vous. Quand on dit qu'on va vacciner avec le vaccin AstraZeneca les personnes âgées, alors qu'aujourd'hui, il est considéré par les scientifiques indépendants qu'on ne dispose pas de données suffisantes pour garantir qu'il est efficace sur ces personnes âgées, on fait un choix. Nous, on fait le choix de l'efficacité et de la sécurité. Toujours ce fameux principe de précaution, David, parce que l'efficacité de ce vaccin à l'époque n'était pas formellement démontrée par des essais. Sauf que la plupart des scientifiques le pensaient déjà efficace, ce vaccin, et les études l'ont finalement confirmé. Et notamment une étude écossaise dont voici la conclusion. Entre le 8 décembre et le 15 février, 400 000 Écossais ont reçu le vaccin. Résultat, 81% d'hospitalisation en moins. Face à ces résultats, il y a une semaine, le gouvernement a viré de bord. Sont désormais éligibles à ce vaccin les personnes de plus de 65 ans. Ce vaccin est un vaccin très efficace et les réserves qu'il a pu susciter au départ n'ont plus lieu d'être. Nous avons maintenant le retour d'expérience de la Grande-Bretagne où le vaccin AstraZeneca a été utilisé sur des millions de personnes. Petite consolation pour la France, l'Allemagne, qui avait les mêmes réserves, a finalement étendu la vaccination AstraZeneca aux 65-75 ans, 2 jours plus tard que nous. Merci Fanny, oui, parce que la plupart de ces choix, ce n'est pas forcément la France qui a un peu considéré les Britanniques comme des irresponsables. C'est l'ensemble de l'Europe avait la même stratégie d'une certaine manière. Quelle est la morale de l'histoire, Sophie ? Mais là, moi, je trouve que ce qui est presque plus stupéfiant, effectivement, que la manière dont on a fait les mauvais choix. C'est... Et un peu ricané des Britanniques. Ah oui, non, mais oui, c'est ça. Échec plus arrogance. Vous avez raison, c'est un cocktail absolument détonnant. Échec, retard et arrogance, c'est absolument merveilleux. Mais on voit bien qu'il y a cette idée qu'on n'a pas le droit de se tromper, que je trouve absolument terrifiante chez toutes les personnes qui nous gouvernent. Bien sûr qu'on a le droit de se tromper. Enfin, le professeur Casalino, ainsi que beaucoup des grands médecins que vous recevez, eux-mêmes disent « mais oui, on en savait beaucoup moins il y a 3 mois qu'aujourd'hui, et on avance tous ensemble. C'est une évidence. » Eh bien, il y a des gens qui ne se trompent pas. Ils s'appellent Gabriel Attal, Olivier Véran, Jean Castex. Ils ne changent jamais d'avis, même quand ils changent d'avis. Comme vous le voyez, on change de stratégie, on ne le dit pas. Et je pense que ça participe à l'aspect anxiogène de cette politique, j'allais dire, de gribouille, c'est un peu exagéré, mais de cette politique à laquelle on ne comprend rien. Si tout à coup on nous disait, ben voilà, alors franchement sur la première et la deuxième dose, où on a changé d'avis plusieurs fois, parce que la Haute Autorité de Santé a dit oui. Je parle sous le contrôle de Casalino, a dit oui, espacons. Le gouvernement a dit, on va espacer. Ah, puis finalement, on ne va pas espacer. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est compliqué de faire une 3e fois une sorte de déjugement. Mais il faut qu'il le fasse. Et il faut arrêter avec ces phrases qui étaient absolument merveilleusement restituées dans ce que Fanny Veil nous a raconté. C'est, à mon avis, la grande leçon de cette histoire. C'est qu'il faut dire... on a changé d'avis, on a plus d'infos, on va faire autrement. Oui. Ça rassurerait tout le monde. Moi, j'ai l'impression que c'est la règle de la sécurité maximum. Se couvrir. Si les labos disent qu'il faut 3 semaines entre les 2 doses, même si on a plein de scientifiques qui nous disent une dose, c'est très efficace déjà, on va respecter le règlement d'une certaine manière, la précaution. La morale de l'histoire pour vous, Je pense que nos amis britanniques, je dis amis, j'aurais dit frères s'ils étaient encore dans l'Europe, ils sont très pragmatiques. Ça fait dans leur ADN.
Ils sont très pragmatiques. En France, on adore couper les cheveux en 4 et les 4, on les recoupe en 25 et on intellectualise de trop. Nos amis britanniques sont beaucoup plus pragmatiques. Mais il y a une autre différence. Une fois ou deux, on a vu Boris Johnson est invité chez vous. J'avais critiqué que ce soit lui qui parle du variant. Nous, vous voyez que ce sont tout le temps et le Premier ministre et Gabriel Attal et le ministre de la Santé. Mais de temps en temps, on nous sort encore 3 ou 4 autres personnes dont je n'ai même pas enregistré les noms, qui est ministre de ci, ministre de ça, secrétaire d'État de ci ou secrétaire de ça, qui sont les porte-paroles de communication de tous ces éléments-là. Je pense que c'est une erreur. S'il y avait une décision politique, elle est prise une fois, elle est informée une fois, mais je ne vois pas pourquoi toute la stratégie de communication de la lutte antivirale doit passer par le porte-parole du gouvernement. Mais là, c'est la communication. Mais là, il est question des choix. Mais les choix qui ont été faits et qui reflètent des différences de mentalité. Ça montre que le choix est un choix politique et que le politique, dans sa noblesse, devrait être guidé dans l'intérêt du bien-être et par le courage d'un chef, puisque le chef doit chefer. C'est le général de Gaulle qui a dit ça, je crois. Non, mais ça fait rien. Non ? Il aurait pu. Il aurait pu. Je croyais que c'était le général de Gaulle. Je sais que ça a été repris par Emmanuel Macron. Ça, mais... C'était Chirac. Comme David. Le chef doit chefer, et quand on chef, on prend des risques. Et on prend des décisions et on assume la responsabilité. Là, on a l'impression qu'en permanence, on essaye de ne pas prendre la responsabilité et essayer de décaler à plus tard la prise d'une décision. Moi, je trouve qu'il y a une forme de contraste entre la relative audace dont fait preuve Emmanuel Macron sur le fait de dire « je ne reconfinerai pas malgré ce qu'on nous dit, malgré qu'on nous prévoit l'apocalypse, etc. » et le relatif... c'est pas du conformisme, c'est plutôt... la politique de précaution maximum sur l'histoire de la vaccination. Je suis frappé, en écoutant les 4 raisons qui, à juste titre, font que les Anglais sont devant nous, qu'on mette ça sur le même plan. C'est-à-dire que moi, je ne considère pas que le gouvernement a fait une erreur, par exemple, en attendant... C'était le premier point, en attendant d'avoir un certain nombre d'assurances. Alors on présente ça en disant, ils sont prudents, ils ne veulent pas... Si vous avez une personne qui traverse la rue au milieu des voitures et qui parvient de l'autre côté du trottoir en disant « Alors toi, tu attends le feu rouge, à quoi bon? Regarde, je suis sain et sauf. » C'est vrai qu'il est sain et sauf dans ce cas-là, il ne sera peut-être pas à chaque fois. Non mais pardon Gérard, sur ce point, non. C'est quand même considérer que les autorités de santé britanniques sont un peu irresponsables et qu'elles ont fait ça à la va-vite. C'est tout à fait exact de considérer qu'il vaut mieux être soigné en France qu'en Angleterre et qu'en règle générale, ça n'est pas parce que les Anglais ont pris... Attendez, je termine si vous le permettez. Je considère en effet qu'il vaut mieux être soigné en France qu'en Angleterre et que je ne fais absolument pas confiance, moi comme citoyen adorant l'Angleterre, je ne fais pas confiance en règle générale à ce que disent les Anglais en matière de santé. Je suis désolé, c'est comme ça. Aux experts scientifiques britanniques, ils sont moins bons que nous. Non mais c'est pas ce qu'ils sont moins bons, c'est que nous avons, et je ne trouve, on a vu quand même des vaccins faire des catastrophes absolues sur des gens, on a pris un certain nombre de mais bien sûr, on va pas, des vaccins, des produits, on va pas reparler... Pas les vaccins eux-mêmes. Pas les vaccins eux-mêmes, mais un certain nombre de produits qui nous étaient vendus comme absolument assurés et qui ont produit des catastrophes chez un certain nombre de personnes. Oui, y compris en France. Avec des procédures très allongées. Absolument. Avec des procédures très longues. Attendez, je veux juste dire que je ne jetterai pas la pierre sur le fait qu'on ait attendu un certain nombre de validations, même si elles se sont révélées après tout pas nécessaires, puisque les autres qui ne les avaient pas prises. Mais par contre, le troisième point, c'est-à-dire les vaccinodromes, c'est un tout autre registre. C'est-à-dire qu'en Angleterre, effectivement, ils ont eu cette idée géniale d'ouvrir 100 000 lieux de vaccination. On a cité l'église. J'ai appris ce que je ne savais pas, qu'on a par exemple une mosquée à Birmingham, une mosquée qui est ouverte, alors évidemment pas seulement aux musulmans, qui est ouverte à la population, comme l'église l'était, évidemment, sans qu'on vous demande la religion. Ça, je trouve ça génial, parce que c'est une occasion, effectivement, de montrer qu'au-delà de toutes nos différences religieuses, politiques et autres, on peut fonctionner ensemble. Donc le troisième point, pour moi, il est décisif. Et aujourd'hui, en effet, ce que je trouve éminemment coupable du côté du gouvernement, c'est l'incapacité de vacciner massivement. Ça, c'est extrêmement coupable. Mais le fait qu'on ait pris des précautions au début pour s'assurer qu'on pouvait vacciner la population, je ne trouve pas que ça soit insensé. Mais encore une fois, c'est comme si les Britanniques n'en avaient pas pris. C'est un peu bizarre de considérer que les Britanniques, les Américains, les Israéliens, finalement, les précautions, ils s'en moquaient, qu'ils ont foncé un peu à l'aveugle. Robert. D'abord, honnêtement, depuis le début, depuis plus d'1 an maintenant, quelle arrogance. Véran, c'est quand même il faudra lui donner le bâton de maréchal des plus arrogants de France. Et c'est pas que sur le vaccin, c'était pareil avant. C'est la certitude, et vous avez raison, on peut se tromper, mais dire on s'est trompé.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pardon, il y avait par rapport aux Britanniques et aux Anglais une espèce de revanche. Ces types, c'était juste après le Brexit, il y avait ce pays, en sortant de l'Europe, il va quand même pas mieux réussir que nous. Il y a une lecture idéologique de cette affaire-là. Et il y a une défense à tout craint de Bruxelles et quand même de la bureaucratie, on en a parlé ici, de la lenteur bruxelloise, de l'incapacité... Pas seulement la bureaucratie, c'est qu'on est 27 et il faut se mettre d'accord à 27. Oui, donc, non, mais la confiance à un certain nombre de laboratoires français qu'on a vu financés par les Britanniques et pas par les Français et les Européens d'ici, du continent, c'est quand même un signe. Ensuite, moi, sur les lieux de vaccination, je ne suis pas de votre avis, mais pour une toute autre raison. De toute façon, ça ne servait à rien de faire d'immenses centres de vaccination jusqu'à présent, puisqu'on n'a pas les vaccins. Enfin, ou qu'on les distribue. Non. Nous, attendez, mais là, il y a 2 millions de vaccins qui dorment encore. Non, attendez. Moi, je vais vous donner les chiffres. Au-delà de la propagande, chez moi, on vaccinait jusqu'à la semaine dernière, on avait 900, en tout et pour tout, 450 000 habitants dans cette partie du territoire. 900 vaccins. Et on arrêtait, évidemment, on vaccinait ni le samedi ni le dimanche, parce que de toute façon, le jeudi, déjà, t'en as plus. On a vacciné 600 vaccins, pour donner des chiffres comme ça. Et c'est les pompiers, vous savez, qui ont vacciné ce week-end. Là, on va passer à 2300 vaccins, m'a annoncé le préfet ce matin. On pourrait vacciner 5 000, 10 000 personnes. Nous, on a les équipements. Simplement, on n'a pas les vaccins. Vous ne les aviez pas. Mais ils existent. Mais ils existaient. Attendez, j'en sais rien. Nous, on ne les a pas. Moi, je risque pas de faire... Tu sais, je me fais engueuler tous les jours par des gens qui m'appellent, qui m'engueulent sur le thème « Pourquoi je n'ai pas de vaccin ?» Je dis « Qu'est-ce que tu veux que je fasse vaccin ?» Je ne les ai pas, les vaccins. Dernier point, ça, alors là, je l'ai vu justement, parce que c'est des vaccins AstraZeneca qu'on utilisait, que les pompiers utilisaient. Figurez-vous qu'on ne le criait pas sur les toits. Que ce week-end, ce n'était pas Pfizer, mais AstraZeneca, parce que les hésitations, professeur, elles ont fait des dégâts sur les gens. Moi, attendez-moi, le nombre de gens qui me disent « Attends, c'est AstraZeneca, tu ne peux pas me trouver les autres vaccins, même s'ils ne connaissent pas les noms. Celui-là, je n'ai pas confiance. » Il y a ça aussi. Oui. Parce que la communication, ce n'est pas simplement un truc sans conséquence. Les hésitations, ce qu'on a dit, vous vous rappelez au début, « Ah, mais il y a eu 3 cas et ça posait problème et tout. » C'est encore dans la tête des gens. Donc, honnêtement, pas de leçon de morale. Je ne sais pas si on aurait fait mieux. Oui. Mais et puis c'est européen, c'est l'Union européenne autant que la France. De la modestie, assez d'arrogance par rapport aux autres, et surtout, disons, quand on s'est trompé. Il n'y a pas de honte à se tromper. Et il y a un petit élément qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'en France, peut-être plus qu'ailleurs, il y avait cette crainte largement surgonflée de la vaccinophobie. Des phobies anti-vaccins. Moi, je ne me fais pas engueuler parce qu'on distribue des vaccins. Je me fais engueuler parce qu'il n'y a pas assez de vaccins. Bien sûr, mais je suis bien d'accord. En Angleterre, on ne s'est pas posé la question. Ah, mais si on va trop vite, on va braquer des gens qui sont anti-vaccins. En France, souvenez-vous qu'au début, quand même, ça a beaucoup compté. Oui, mais je crois qu'en effet, il y avait cet aspect-là qui a été absolument surgonflé par les pouvoirs publics. Et puis, tout ce principe de précaution qui nous était asséné à longueur de journée, c'était aussi un habillage, comment dirais-je, élégant et acceptable de l'incurie logistique française. C'est-à-dire que dire attention, on va pas se précipiter, mais c'est pas qu'on va pas se précipiter, c'est qu'on en était incapable. Donc derrière le principe de précaution, il y a eu aussi une certaine incurie qui a été, me semble-t-il, maquillée ainsi. Vous avez raison, c'était pareil pour les tests, c'était pareil pour les masques. On a baptisé de soi-disant discours scientifiques une réalité tout simple. Il ne fallait pas mettre de masque, ça ne servait à rien parce qu'on n'avait pas les masques. On n'allait pas faire des tests massifs, à quoi ça servait parce qu'on n'avait pas les tests. Et maintenant, pendant 1 mois et demi, on va être très prudent, mais parce qu'on n'avait pas les vaccins. Professeur Casalino, je ne vais pas vous laisser repartir sans vous faire réagir à la prise de position du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier. Vous savez qu'on a 3 vaccins actuellement, Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Un 4e est sur le point d'arriver, c'est Johnson & Johnson. Alors lui, il n'a qu'une dose, donc c'est beaucoup plus simple. Et Renaud Muselier, il dit là, il faut adapter notre stratégie et il faut faire un geste envers les jeunes. Et ce vaccin-là devrait être réservé ou quasiment réservé
aux 18-30 ans. Il est Écoutez-le, prix Nobel, merci. montage Aminata Adem. On a une chance, c'est qu'on a le Johnson & Johnson qui est le plus facile à transporter, on en recevrait normalement fin avril 2,7 millions. Et donc on vaccine la population de 18-25 ans. Ça nous permettrait d'avoir les jobs d'été, de finir l'année, de recommencer l'année scolaire normalement. Et ça réglerait un autre pan de la société, de tous ces jeunes qui sont quand même en carafe, hein, qui n'ont pas de destin devant ni d'espérance. Face à Jean-Michel Apathy sur notre antenne ce matin, est-ce que c'est une bonne idée ? C'est intéressant de l'écouter. Qu'il est diplomate, C'est intéressant de la discuter. Non, mais on sait que les 20, 40 ou 50 ans sont les principaux vecteurs de transmission du virus. Donc, il y a des personnes, depuis le début, qui se sont dit « Pourquoi on ne vaccine pas d'abord ça pour réduire la circulation virale, ce qui permettra de protéger les personnes les plus fragiles, finalement plus âgées, et qui sont celles qui décèdent ». Pour vous dire qu'il peut y avoir des logiques complètement opposées. Le choix qui a été fait en France, comme dans la plupart des pays, et ça a été démontré que ça avait un intérêt, en Israël, aux États-Unis, dans plusieurs pays, sur des modèles et sur les datas réelles, par exemple d'Israël, c'est qu'avoir commencé par vacciner les personnes âgées a réduit la mortalité. Et ça, c'est une donnée très dure. Peut-être quand même très la priorité. solide. C'est peut-être quand Voilà. même la priorité. Mais bien sûr, sauver des vies, c'est quand même pour un médecin, c'est quand même la priorité. Après dire que parce que je vaccine les 18-20 et quelques années, je vais permettre de faire une rentrée scolaire en meilleures conditions, d'avoir le boulot d'été et compagnie, j'ai un peu de mal à suivre la logique, donc ça nécessiterait une discussion beaucoup plus longue. Mais on est à la veille des élections, c'est ça la logique, ne vous emmerdez pas, c'est très très simple. Tu vois. Qu'est-ce qu'on fait le 13 et le 20 juin? On vote pour qui? Oui, enfin, les jeunes ne votent pas tellement. Oui. Alors, c'est pas un Non, super alors calcul. c'est moi qui dois avoir le moins mauvais esprit de toute la bande ici présente, parce que je me suis dit... Mais vous êtes gentil, vous. Non, je suis fondamentalement gentil, parce que je n'ai pas non plus de sympathie particulièrement M. Musuli, mais je me dis, si on vaccine les jeunes, outre le fait que ça peut protéger, comme vous l'avez dit, les plus anciens, mais que ça permet aussi peut-être d'intégrer les jeunes, parce que j'en ai beaucoup autour de moi, mes enfants notamment, mais d'intégrer les jeunes dans le processus de protection générale. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils seront peut-être concernés d'une autre façon. Enfin, je ne sais pas, de voir des jeunes qui iraient dans les centres de vaccination, psychologiquement, je me dis, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Et en plus, j'ai une petite question pour le professeur Casalino. C'est qu'en effet, au-delà de la suggestion de Renaud Muselier, l'idée, c'est quand même qu'aujourd'hui, on est à peu près certain que le vaccin atténue, voire bloque la transmission du virus. Il ne vous empêche pas seulement de faire une forme grave, mais on est passé, ce qui n'était absolument pas démontré il y a encore un mois. Beaucoup d'arguments pour... Mais j'ai une question. Je me souviens de la présidente de la Haute Autorité, de la réponse de la présidente de la Haute Autorité de Santé qui disait « Mais si, il faut absolument vacciner dans les EHPAD massivement, c'est le choix, le seul à faire, puisque le vaccin ne protège pas contre la transmission. » Ah ben oui, mais sauf que maintenant, il protège contre la transmission. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'au lieu de viser les personnes les plus vulnérables, il faut viser les super contaminateurs en puissance, c'est-à-dire les gens qui ont des contacts sociaux il faudrait énormes. atteindre... c'est peut-être pas bête, les 18-24 ans. Pour que cette hypothèse marche, il faudrait atteindre 70-80% de vaccination chez les jeunes. Et 70-80% chez les 20-50 ans, puisqu'on va mettre la jeunesse au moins jusqu'à 50 ans. C'est vous qui êtes gentil, là. Hein. Non, mais je suis convaincu que je suis jeune. Dans ma tête, je suis très jeune. Et personne n'en doute. Mais vous imaginez, est-ce qu'on est certain que d'ici avril, on aurait pu vacciner ça? On ne peut pas. Attendez, on est quand même, en tout et pour l'objectif tout, à moins de 4 millions. On va dépasser péniblement les 4 millions. 4 millions, dont 2 millions ont reçu aussi la deuxième dose. Et les Britanniques, combien? 22. 22 millions, c'est ça. Dont 11 millions ont reçu la deuxième dose. Mais c'est aussi qu'ils ont eu accès à beaucoup plus de doses comme Israël. Et qu'on ne me dise pas qu'Israël, c'est un petit pays et que c'était plus facile à gérer. Non, c'est pas vrai. On aurait pu le faire à l'échelle des régions, et les régions auraient pu faire aussi 10 millions chacune. Hein. Ils ont eu accès à plus de doses, sauf qu'on n'utilise pas toutes nos doses. Et je pense qu'ils ont eu une culture... Je vous rappelle que leur Premier ministre, c'est un ancien militaire. Ils ont appliqué une logique logistique militaire où ce qui compte, c'est l'objectif, c'est l'atteinte de l'objectif. Ils ont une vraie habitude de ça, une vraie organisation de ce type. Merci beaucoup. Merci, professeur Casalino, d'avoir été avec nous.
comme on le fait maintenant depuis le début de la semaine, on va parler maintenant d'un autre sujet important et on va recevoir Patrick Artus. Ce sujet, c'est celui de la souveraineté. Pourquoi ? Parce qu'on sent frémir. On sent frémir déjà le vent de la reprise qui s'annonce, honnêtement. Dès ce printemps peut-être. On en parlait avant-hier notamment. Et on commence à s'interroger sur les leçons à retenir de cette année sinistrée et notamment en matière de souveraineté. Et quand on parle de souveraineté, on oublie souvent la souveraineté financière. Et vous nous dites, Patrick Artus, que la souveraineté financière, c'est à la base de la souveraineté tout court. Vous êtes professeur associé à l'École d'économie de Paris, chef économiste de Natixis. On vous connaît bien ici même, vous êtes une grande voix de l'économie française. Qui détient le capital de nos grandes entreprises ? Souvent des fonds étrangers, à hauteur de 42%, dites-vous. Qui détient notre dette ? Qui a fait un bond ? Personne ne l'ignore. Encore plus souvent des fonds étrangers. Regardez, je crois que c'est à hauteur de 53% environ de notre dette qui est détenue par des fonds étrangers. Qu'est-ce que c'est des fonds étrangers ? Ce sont des fonds chinois, des fonds américains, privés, publics, des fonds saoudiens, des fonds norvégiens. Il y a un grand fonds de pension public du côté de la Norvège. Alors vous souhaitez, Patrick Artus, que cette reprise économique frémissante soit l'occasion de s'interroger sur ce sujet tabou, créer des fonds de pension ou des fonds d'investissement à la française. Vous avez publié il y a quelques jours un article retentissant sur ce point. Pourquoi retentissant ? Parce que vous dites ce serait une vraie réforme de gauche, on va découvrir cet article, ce serait une vraie réforme de gauche de créer des fonds de pension qui assureraient notre souveraineté en contrôlant notre dette, en contrôlant nos grandes entreprises. Qu'est-ce que c'est exactement un fonds de pension ou un fonds d'investissement ? Oui, alors il faut quand même différencier la question de la dette et la question du capital des entreprises. C'est pas si idiot de faire détenir sa dette par le reste du monde. C'est ce que font les Américains depuis très longtemps, parce que ça permet de financer des déficits publics à des taux d'intérêt extrêmement bas. Mais est-ce que ça ne donne pas un pouvoir, du coup, à ces fonds ? Oui, mais oui. Enfin, on ne sait jamais si le pouvoir est du côté du prêteur ou de l'emprunteur. Donc, regardez, on avait dit les Chinois sont très fâchés que les Américains, ils vont se débarrasser de la dette des États-Unis qu'ils détiennent. Ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils se seraient ruinés eux-mêmes en le faisant. Donc, je crois que le vrai sujet, c'est le sujet du capital des entreprises. Moi, je plaide effectivement depuis très longtemps pour la question des fonds de pension, en disant que c'est effectivement une réforme de gauche. Il y a deux arguments. Il y a un argument qui est que ça distribue l'enrichissement à tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer ? Regardez ce qui se passe sur les marchés d'actions. Et on n'est qu'au début de ce processus. La création monétaire va faire exploser ce qu'on appelle les prix des actifs. Les cours boursiers vont monter de façon considérable, les prix de l'immobilier vont monter, la valeur des entreprises va monter. Dans un pays où il y a des fonds de pension, tout le monde profite de cet enrichissement. Dans un pays où il n'y a pas de fonds de pension, seule une toute petite minorité profite de cet enrichissement. Donc c'est une mécanique. L'Américain de base, il a ce qu'on appelle un 401k, c'est un petit fonds de pension qui est lié à son travail. Il est bourré d'actions. Quand le marché monte, il s'enrichit. Français, quand le marché monte, il ne s'enrichit pas. Et puis il y a la gouvernance. Il y a Danone, c'est extraordinairement intéressant. C'est-à-dire, nous avons l'idée d'un capitalisme européen qui serait assez différent. Ce serait un capitalisme, appelons inclusif pour reprendre des grands mots. Plus humain, voilà, on s'occupe de l'environnement, on s'occupe des salariés, on s'occupe des territoires. Simplement, ce capitalisme-là, il n'aura pas 15% de rendement des fonds propres. Et tant que vous avez un capital majoritairement détenu par des fonds anglo-saxons qui veulent 15% de rendement des fonds propres, vous pouvez user de tous les arguments que vous voulez, vous ne basculerez pas sur ce capitalisme européen différent et vous serez rattrapé par ces fonds de pension qui diront au président « Non, mais ça c'est bien, l'entreprise à mission, mais 15%, s'il vous plaît. » Donc voilà, et si on avait un capitalisme européen, on aurait des grands fonds de pension, comme on a en Europe du Nord, qui sont beaucoup moins gourmands, qui regardent le long terme. Leur objectif, c'est de payer des retraites, c'est pas d'avoir des rendements mirobolants. Et on aurait la capacité d'avoir des normes de gouvernance du capitalisme qui soient les nôtres. Donc je crois que ça serait quelque chose de très positif. Parce que c'est le propriétaire qui décide d'une certaine manière. Et oui. Le propriétaire, c'est l'actionnaire. l'actionnaire. Et souvent, propriétaire, c'est un cumul d'investisseurs anglo-saxons. Vous dites qu'on fait un contresens quand on dit les fonds de pension, c'est le capitalisme, c'est sale, c'est immoral, alors qu'on devrait au contraire encourager les Français à être propriétaires de nos entreprises pour pouvoir imposer leurs choix. Parce qu'on le voit déjà, il y a des tas de fonds de pension aujourd'hui, même privés, même BlackRock, le plus grand fonds de pension du monde, qui dit je ne veux plus investir du côté des marchands d'armes, du côté des entreprises qui produisent trop de gaz à effet de serre.
Je veux investir, mais parce que l'opinion publique le pousse à ça. Je veux investir dans des... Donc il y a un mouvement en ce sens. Et la gestion est différente. Moi, je travaille comme banquier avec des grands fonds d'investissement en Europe du Nord, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède. Ils vous disent, mais moi, mon objectif, c'est d'être capable de payer les retraites que j'ai promises dans 30 ans. C'est pas de surveiller le dividende du trimestre prochain. J'ai une vision longue, j'ai une gestion longue. Et ça change tout. Donc, je crois que ça serait une réforme que nous refusons de faire parce qu'effectivement, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire la vision que c'est l'entrée du capitalisme dans la sécurité sociale, qu'il ne faut pas le faire. Mais ça serait une réforme qui serait extrêmement bénéfique et qui nous dissocierait de la vision anglo-saxonne du capitalisme qui, elle, ne changera pas. Je ne crois pas qu'elle change beaucoup. C'est intéressant parce que ça nous prend un peu à contre-pied d'une certaine manière. C'est vrai que nos systèmes de retraite, on est attaché à la répartition. La capitalisation, pour nous, c'est le diable. Or, c'est un moyen de récupérer notre souveraineté et d'en faire ce qu'on veut, c'est-à-dire peut-être du plus inclusif. Gérard, je vois que vous doutez. Je félicite M. Artus parce que je n'aurais vraiment pas pensé à présenter ça comme une vraie réforme de gauche. Il faudra qu'il m'explique hors plateau ce que c'est du coup qu'une vraie réforme de droite. Est-ce que c'est la gauche alors du coup ? Oui, M. Artus, je vais juste vous poser une question sur un des aspects des fonds de pension. Non seulement parce qu'effectivement, ça remet en cause notre système fondamentalement de retraite, mais un des aspects qu'on a compris chez les fonds de pension, c'est notamment, vous dites, ils ont comme objectif de payer des retraites dans 30 ans. Ils ont surtout comme objectif d'avoir des rentabilités à court terme dont on a vu les dégâts dans un certain nombre de lieux. C'est-à-dire qu'ils investissent à un moment donné et ils se dégagent de leur investissement très vite pour certes payer les retraites dans 30 ans, mais au détriment souvent de leurs premiers investissements. Donc juste sur ce point-là, est-ce que vous n'êtes pas sensible au fait que ce que les fonds de pension amènent, c'est une conception extrêmement destructrice de l'économie? Je gagne de l'argent, puis je me tire. Il y a fonds de pension. Moi, ce que j'ai à l'esprit comme modèle, c'est peut-être pas ce qu'on voit parfois aux États-Unis, mais par exemple, c'est les grandes fonds de pension d'Europe du Nord qui sont publics, qui appartiennent à l'État. Les fonds de pension norvégiens... 1000 milliards, je crois. Oui, mais hollandais, danois, suédois sont essentiellement publics. C'est des fonds de pension. Donc vous êtes déjà d'accord avec moi sur le fait que les fonds de pension, on va dire américains pour simplifier, ceux que je décris comme étant des voraces, vous êtes d'accord que ça existe? Ça dépend lesquels. Il ne faut pas confondre fonds de pension, hedge fund. Mais moi, mon modèle, c'est... ce que j'appelle fonds de pension, vous voyez, c'est simplement le fait que l'argent de vos retraites est investi. Il peut être investi par le secteur public, par une entité publique, comme c'est le cas en Europe du Nord. Et honnêtement, quand vous travaillez, j'ai à l'esprit un grand fonds de pension hollandais qui gère les retraites de tous les fonctionnaires hollandais en capitalisation, leur gouvernance est extrêmement intéressante. C'est vraiment une gouvernance de très long terme. Ils sont obligés de faire des simulations à 30 ans pour prouver au gouvernement que oui, ils pourront payer les retraites. Et ils ont un comportement qui est très stabilisant, parce qu'en plus, quand le marché des actions baisse, ils achètent. Ils disent, c'est une belle occasion pour nos clients. Alors que le fonds de pension, je dirais, ou l'investisseur habituel du monde privé, quand le marché des actions baisse, en général, il vend. Donc ces fonds de pension nordiques sont stabilisants. Mais, Robert. Monsieur Artus, parce que je ne comprends pas, parce que je ne voulais pas faire un parallèle avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur les anglo-saxons, américains et britanniques qui allaient moins bien gérer que nous la crise sanitaire. Mais là, vous faites un petit peu la même chose. Pourquoi ? Parce que en gros, ce seraient des fonds de pension continentaux européens, ils seraient plus moraux que ceux qui seraient en Angleterre ou en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Mais là, parce que là, finalement, vous dites autre chose, la dernière question qui vient d'être posée. Est-ce que c'est le statut ? C'est parce que certains sont publics, comme en Europe du Nord, où ils ont d'autres logiques que des privés. Mais honnêtement, je ne vais pas me mettre à la place du défenseur attitré de la France insoumise autour de ce plateau, mais j'ai un peu de mal à imaginer pourquoi le capitalisme français, allemand ou suisse, il serait plus moral, plus soucieux du long terme que le capitalisme anglo-saxon. Alors Patrick Artus. Sauf si ce que vous dites, c'est d'un côté on a du privé, de l'autre côté, au fond, l'Europe du Nord, ce serait des publics qui imposeraient d'autres règles. Ça peut être public. Non, mais c'est une question d'abord, c'est une question de gouvernance. Quel est l'objectif que vous donnez à ces fonds de pension ? C'est les objectifs qui se donnent, monsieur. Aux États-Unis, vous avez un marché de la gestion de la pension où les fonds de pension sont en concurrence entre eux pour gagner des parts de marché.
Ce marché, il provoque effectivement une surenchère sur les rendements et c'est justement ce qu'on ne veut pas avoir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais vous pouvez avoir une gouvernance où il y a une régulation de ces fonds de pension, à nouveau comme aux Pays-Bas, où on leur dit prouvez-nous que vous pourrez effectivement payer les retraites. On ne leur demande pas combien vous avez gagné d'argent le mois dernier. Pourquoi on ne le fait pas en France alors ? Je ne sais pas. Justement, je me demande pourquoi on ne le fait pas en France. Je vous donne la parole, Sophie, mais pardon, je suis peut-être d'une parfaite candeur, mais plus ça va et plus on mesure le pouvoir du consommateur. Donc, si vous décidez que vous n'investirez pas votre argent dans un fonds de pension parce qu'il ne privilégie pas vos valeurs, vous êtes libre de le faire, de choisir un fonds de pension qui va garantir un certain niveau de salaire, garantir un certain niveau d'égalité homme-femme, garantir des investissements à peu près conformes aux impératifs écologiques. Bref, en fait, les fonds de pension... Est-ce que ce n'est pas une escroquerie ? Est-ce que c'est pas quand les fonds de pension disent on est des fonds de pension éthiques ? Ça existe. Est-ce que c'est pas je sais bien que ça existe sur le papier. Il y a des barèmes aujourd'hui. Non, mais est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est comme les écologistes de Lyon ? C'est-à-dire une espèce d'effet d'annonce. Je préfère mettre mon argent dans un truc éthique que dans un truc qui est méchant. Ça existe, les fonds de pension éthiques ? Non, c'est vrai ou pas ? ça devient de plus en plus sérieux parce qu'il y a ce qu'on appelle des indices ESG. E, c'est environnement, S, c'est social, G, c'est gouvernance, qui sont faits par des agences indépendantes. Et il y a quand même maintenant de plus en plus de fonds d'investissement qui appliquent ces normes. Donc, et ce n'est pas eux qui choisissent leurs propres indices. Alors, est-ce que c'est une réforme de gauche et une réforme de souveraineté ? Ce serait une réforme de gauche ou de souveraineté que d'arriver à ces fonds de pension pour retrouver la propriété de nos entreprises. Sophie, ou pas ? Les arguments de M. Artus sont plutôt convaincants, mais moi j'ai deux questions à lui poser. La première, c'est vous expliquez qu'en ce moment ce serait épatant de faire des fonds de pension parce qu'en plus, effectivement, il y a des opportunités à prendre puisque la valeur des actifs va augmenter. Mais qu'est-ce qui se passe quand la valeur des actifs va baisser ? C'est-à-dire, c'est très bien, effectivement, tant qu'il y a appréciation des éléments d'investissement de ces fonds de pension. Le jour où on constate une horrible récession en France, puisque si j'ai bien compris, si le but c'est la souveraineté, le fonds de pension français ne serait autorisé qu'à investir dans des valeurs françaises. Vous n'avez pas le droit, c'est forcément l'Europe, mais... Alors, disons européenne. Donc, crise économique donc, européenne. Partant clair, ça marche. Partant mais à couvert, nouveau, qu'est-ce qu'on fait ? Quand vous avez un horizon très long, c'est pas très grave. Je veux dire, l'horizon, à nouveau, c'est de payer des retraites dans 30 ans. C'est pas de payer des dividendes le mois prochain. Et donc, mais sauf qu'il y a des retraités dont il faut servir la pension. Non, mais on sait gérer ça. Je veux dire, les retraités dont il faut servir la pension, les gens qui prendront leur retraite l'année prochaine, leur retraite, elle n'est plus investie en actions, elle est investie en obligations, c'est géré dans le temps. Il y a des actions sur les gens plus jeunes, et puis progressivement, il y en a moins. Non, mais ça, on sait faire. Non, quand vous avez un horizon très, très long, ce qui est l'intérêt de ce genre d'investisseurs, vous êtes assez indifférent au fait que pendant 6 mois, le marché va reculer de 20%. C'est invisible sur 30 ans. J'adore ça, c'est ce que disent tous les banquiers. Chaque fois qu'ils veulent vous prendre votre argent, ils vous expliquent de toute façon, c'est pas à court terme, soyez à long terme. C'est vrai. Enfin, écoutez, c'est quand même un vrai. banquier qui vous répond. C'est pas tout à fait ça qui se passe dans la réalité. Et en plus, je trouve extraordinaire, c'est que je voudrais quand même pas qu'on se quitte les uns les autres sans dire que c'est très intéressant de réfléchir sur les fonds de pension, mais donc c'est pas pour vous la destruction le moins du monde de notre système de retraite actuel auquel nous sommes si attachés. Pas du tout. Non, mais je pense profondément que les gouvernements vont être confrontés à une énorme ouverture des inégalités de patrimoine. Parce que les politiques économiques qui sont mises en place, avec des expansions budgétaires massives, des créations monétaires massives, aboutissent déjà, et ça va empirer, à une hausse formidable tout ce qui est une action, de l'immobilier, de la valeur des entreprises, etc. Et donc, je réfléchis à la façon de corriger ça. Une façon de corriger ça qui est une taxation massive de tous les gains en capital, mais ça ne se fera pas. Une autre façon de corriger ça, c'est de répartir cet enrichissement en faisant profiter tout le monde. Donc il faut que tout le monde ait des actions, il faut éventuellement, si possible, que tout le monde ait de l'immobilier. Deuxième question, Sophie. Oui. Moi, j'ai une question qui est politique. Alors, vous allez me dire, moi, je suis économiste, d'accord. Mais quand même, il se trouve que dans mon souvenir, 1995, souvenez-vous, Alain Juppé, réforme de la Sécu, avec l'idée, dans un second temps, de mettre en place une partie capitalisation. Une partie seulement sur la retraite. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le résultat de cette initiative politique. On voit bien, me semble-t-il, que les Français
sont extraordinairement attachés à leur modèle de protection sociale, issu du Conseil national de la résistance, et que c'est très compliqué de leur expliquer qu'il n'y a plus ce système de solidarité engendré par la répartition, où je paye aujourd'hui les pensions des gens qui ont déjà arrêté de travailler et qui sont plus âgés que moi. Donc, quel est l'argument? Je vois bien quand vous dites... Politique, vous voulez dire. Quand vous dites réforme de gauche, vous tangentez avec ça. Vous essayez à la fois de faire un petit peu d'esprit paradoxal, et puis aussi de montrer que ça n'est pas le diable capitaliste et vénal et cupide, mais quelque chose d'autre. Quel est la recette magique, le mot magique pour convaincre les Français? Juste avant votre réponse, écoutez quand même des esprits dont on dit qu'ils sont libéraux, parce que c'est quand même un peu peut-être libéral, enfin dans le sens de l'entreprise, qui sont pro-business, comme on dit. Emmanuel Macron, Édouard Philippe, les fonds de pension, écoutez. Je pense que le système universel, mais qui n'est pas unique, est plus juste. Donc je ne veux pas d'un système qui conduise à recapitaliser. Nous n'allons pas revenir sur l'idée que nous voulons préserver un système qui fonctionne par répartition. On ne veut pas la capitalisation, on veut la répartition. On reste à un système par répartition. Vous gagnez des droits, mais c'est les travailleurs de demain qui vous les paieront. C'est un système par répartition. Parfois, on parle des systèmes par capitalisation. Ce n'est pas le choix qu'on fait. Ce n'est pas le choix français, ce n'est pas le choix qu'on fait. Dans le système suédois, il y a un étage de capitalisation. Ce ne sera pas le cas en France, puisque nous voulons préserver le système par répartition. Montage Aurélien Hamel. Alors, votre réponse à Sophie? Oui, non, mais justement, moi j'ai écrit cet article pour expliquer que tout ça me paraissait une erreur de jugement. C'est que d'abord, le système par répartition fait courir un risque terrible, qui est un risque de cassure de la solidarité intergénérationnelle. Moi, je ne suis pas du tout certain qu'il y a pas de droit dans le système de répartition. Hein. On peut décider de baisser les retraites, on l'a fait, on a désindexé au milieu du mois d'août. Enfin, donc c'est un système qui est extrêmement fragile en réalité, et il est fragile aux politiques aussi. Hein. Et puis à nouveau, l'argument de souveraineté. Enfin, moi, j'aimerais bien quand même que nous ayons une participation collective importante dans le capital de nos entreprises. Et quand une entreprise dit que c'est une entreprise à mission, elle a le droit de le faire. Comme ça me paraît un argument qui est juste, enfin qui me paraît important. Voilà, mais ça fait partie magique, donc, hein. Ça fait partie peut-être des débats qui seront lancés. Un dernier mot, Robert. Les retraites, mais moi, ce qui me séduit dans ce que dit M. Artus, c'est l'idée, est-ce qu'on va pouvoir, quand même c'est de ça dont on s'est plaint tous ces derniers mois, de nouveau faire que les grandes entreprises françaises dépendent un tout petit peu des Français aussi. Ça s'appelle la souveraineté. Voilà, cette idée-là, je la trouve séduisante. Et oui, c'est peut-être pas une idée de gauche, une idée voilà. Remercions populaire. quand même M. Artus, parce qu'on se demande tous si après le Covid, le mouvement social va reprendre toute sa vigueur grâce à des propositions comme la vôtre. La réponse est oui. Voilà. Le monde est avec vous, le monde ne va pas changer. Chacun se fera son idée, comme on dit. Mais c'est vrai que bon, voilà, ça fait partie des idées aussi qui seront peut-être avancées. Merci beaucoup, Patrick Artus, d'être venu répondre à nos questions. Merci Gérard, merci Robert, merci Sophie d'avoir animé 24 heures avec moi. Place au parti pris. Jean-Michel Apathy pour la politique, François Langlais pour l'économie, Abnous Chalmani pour l'international. Ça va nous rappeler un peu Tintin avec vous, Abnous, tout à l'heure, mais je n'en dis pas plus. Votre parti pris, Jean-Michel, c'est vous qui commencez et vous nous dites « God save the Queen » parce que, quoi qu'on pense de ce qui se passe en Grande-Bretagne, vous nous dites ça montre l'attachement d'une certaine manière à un symbole national, une forme de cohésion que certains en France pourraient parfois envier. Bien sûr, il y a en Grande-Bretagne, cette figure tutélaire qui est la reine, la famille royale, qui est unificatrice du peuple anglais plutôt que britannique, parce que par exemple les Écossais, vu les projets qui sont les leurs, on ne sait pas trop comment ils se situent par rapport à tout ça, mais c'est une figure unificatrice d'un peuple. La royauté est une figure unificatrice aujourd'hui encore, au XXIe siècle. Et donc on voit après l'interview de Meghan Markle, qui met en cause méchamment tout de même la famille royale, on voit en Grande-Bretagne un débat intense entre partisans de Meghan Markle et adversaires de Meghan Markle. Regardez cette scène, c'était hier matin, la télévision britannique, une émission populaire, la matinale des Britanniques, et regardez le dialogue entre deux journalistes. And I understand that you don't like Meghan Markle. You've made it so clear a number of times on this programme. A number of times. Yet you continue to trash her. Okay, I'm done with this. No. Sorry, no. Sorry. Do you know what? That's no. See you later. I'm being. Sorry, can't do this. Absolutely. Alors, il faut dire Pierre Morgan, il quitte le plateau, c'est un présentateur vedette. Hein. C'est un présentateur vedette, c'est une star. Et il a été viré d'ailleurs.
Voilà, il a quitté la chaîne. Il a quitté la chaîne. Il a quitté le plateau et après il a quitté la chaîne. Et la chaîne a fait savoir que du coup, il avait quitté non seulement le plateau, mais aussi la chaîne. C'est dire l'importance que oui, ça montre l'intensité du débat. En quoi la figure de la famille royale et donc de la reine est unificatrice en Grande-Bretagne? C'est uniquement de la psychologie, parce que la famille royale n'a aucun pouvoir. Et même, il est recommandé, sous peine d'avoir de graves problèmes, à la reine de ne pas se mêler des affaires publiques. C'est la condition, c'est curieux, hein, la condition sine qua non pour que ça tienne debout, la royauté dans une démocratie moderne au XXIe siècle. Vous êtes là, mais surtout vous ne faites rien. Alors, il y a un facteur psychologique très important. Quand les nazis, l'armée allemande bombarde Londres en juin 40, la famille royale reste à Londres. Et c'est le signe, on partage l'épreuve. La famille royale aurait pu partir, aurait pu se mettre à l'abri. Non, on partage l'épreuve des Britanniques et donc ça donne du courage à la famille britannique. Il y a des moments de joie aussi que fabrique cette famille. On peut regarder ça avec dédain, mais en fait, on est tous amateurs de ces images-là. Charles et Diana, évidemment, c'était en 1980, et puis un petit peu plus tard, plus proche de nous, William et Kate. Et puis, voilà, ça produit des images qui sont des images de bonheur, qui semblent concerner tout le monde. Et du coup, c'est une inclusion. On ne s'occupe pas de pouvoir, mais on inclut. En France, nous n'avons pas tout ça. En France, c'est l'inverse. Nous sommes à la recherche d'une figure unificatrice. Quand est-ce que le président de la République apparaît unificateur ? Défilé du 14 juillet, quand les armées sont là. Et ça nous rappelle Valmy, l'armée qui sauve la République. Mais enfin, c'est quand même assez guerrier. C'est un peu comme notre Marseillaise, tout ça. Il y a une tonalité qui n'est pas une tonalité apaisante dans la République française. Le président de la République ne peut pas être un personnage unificateur. Là-dessus, De Gaulle racontait un peu n'importe quoi. Un arbitre au-dessus des partis, tout ça. Regardez, on a fait un petit tableau. Les pouvoirs du président de la République. Si on dit que la monarchie britannique n'a aucun pouvoir et surtout ne doit rien faire, les pouvoirs du président de la République sont considérable. Il nomme aux emplois civils et militaires, il dirige l'armée, la diplomatie. C'est pas rien quand même. Il nomme le Premier ministre, il nomme qui il veut. Qui veut vraiment. Et si le Parlement n'est pas content, il peut dissoudre. D'ailleurs, il peut dissoudre le Parlement quand il veut, quand ça lui plaît. Hein. Jacques Chirac, mars 1997, mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Bravo Jacques, c'est ce que vous avez fait de mieux dans la vie. Et puis il y a l'article 16 aussi. S'il y a une crise, hop, le président prend tous les pouvoirs. Donc c'est l'inverse de ce qui se passe ailleurs. Donc ça ne peut pas être une figure unificatrice. Le président de la République n'est absolument pas un arbitre, mais c'est un combattant. Moi, ça me fait toujours rire quand on dit « Oh, le président de la République se mêle de tout ». Mais évidemment qu'il se mêle de tout. Il est autant de pouvoir que ça, mais je vous mêle de tout. C'est une évidence. Simplement, la vraie faiblesse de la cinquième, elle est à un point que personne n'avait imaginé, c'est qu'aucun président n'a été capable de se faire réélire. Et du coup, c'est une figure, la figure présidentielle, qui ne dure pas, qui s'évapore. Mais contrairement à l'idée reçue, c'est une figure unificatrice quand il y a des crises. On a sorti des codes de popularité des présidents de la République française dans des crises importantes. On n'est pas remonté au déluge. Jacques Chirac, 2003, la guerre en Irak. 70% de bonnes opinions. Là, quand il y a une crise et que le président de la République prend une décision qui est considérée bonne par la population, ça se voit. François Hollande, 40% de bonnes opinions, c'est très faible. Les attentats viennent de se produire. Jusqu'à présent, il avait 20% de bonnes opinions. Il double son capital. Parce que, là aussi, c'est une valeur refuge en quelque sorte. Et vous voyez, Emmanuel Macron, on constate là une hausse de sa cote de popularité dans la crise du Covid, 50%. Bon, c'est très éphémère. Ça se dissout dès que la crise disparaît. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron compte faire la campagne électorale là-dessus, à mon avis, il se trompe, parce qu'on le jugera sur son action, sur son bilan, sur ce qui a été fait ou pas. Mais on voit bien, quand on compare la Grande-Bretagne et la France, que si la monarchie royale en Grande-Bretagne existe, c'est parce qu'elle ne fait rien. Et c'est parce que la reine ne dit rien. Voilà. Si jamais elle s'avisait de dire quelque chose, il y a longtemps qu'elle serait les quatre. Mais ce n'est pas seulement du folklore, c'est un facteur d'unité nationale. Psychologiquement, c'est très important. C'est tout à fait juste. Mais on pourrait d'ailleurs l'étendre à toutes les monarchies parlementaires. Hein, parce oui, que oui, bien sûr. Les Pays-Bas, le Danemark, l'Espagne. Et c'est vrai qu'en fait, dans nos pays, il y a toujours une dialectique assez subtile entre le changement, la réforme et l'identité. Et chez nous, le président, quand il prend le parti du changement, l'identité se disperse, se dissout. Effectivement, on n'a rien à quoi se raccrocher. Non. Alors que dans les monarchies parlementaires, vous avez cette dichotomie qui est en fait incarnée par deux personnages différents. Ça donne une liberté et probablement un confort de la vie politique. Ça peut paraître anachronique, mais c'est de la transcendance. C'est une forme de transcendance oui, bien sûr, dont on a besoin d'une certaine manière. D'ailleurs, le seul moment où la République en France a essayé de créer cette transcendance, c'était un peu la Troisième République,
où, à défaut, voilà, n'avions plus de roi, la Troisième République devait tout reconstruire. On a toujours un peu ce sentiment que la Troisième République a essayé ça. Et c'est peut-être pour ça avec qu'aujourd'hui... les hussards noirs, vous voulez dire, avec l'esprit avec républicain. Tout est tendu. C'est sous la Troisième République qu'on a eu 14 juillet qui est devenu la fête nationale, que la Marseillaise est devenue l'hymne national, que les hussards, l'école est devenue l'alpha et l'oméga de la République. Ça a été quand même un moment où tout ce qu'on vit aujourd'hui, et peut-être qu'aujourd'hui on vit aussi mal la crise politique, c'est que, et qu'on s'attache comme ça un peu désespérément à la République, et on a raison, parce que c'est quand même une très belle institution, parce que justement, on n'arrive plus à faire corps autour de cette République, que là, on sent cette crise véritablement identitaire. Clémenceau, quand il s'agissait d'élire un président de la République sous la Troisième, et qu'on lui demandait pour qui vous allez voter, c'était le Parlement qui élisait le président de la République, qui disait « je vais voter pour le plus bête, comme ça il ne nous embêtera pas ». Donc la transcendance, elle était relative. Hein. En tout cas, c'est incroyable, cette affaire du présentateur de cette grande chaîne oui, bien sûr. TV. TV, oui. Voilà. À quel point ça suscite les passions. Votre parti pris économique, François, ça y est, l'immense plan de relance, on ne sait plus quel superlatif employer, tellement ça dépasse tout l'entendement, de Joe Biden est en route. Je crois que c'est 1500 milliards d'euros, 1900 milliards de dollars. C'est ça, 1600 milliards d'euros et 1900 milliards de dollars, oui. Et vous dites, il en fait trop, Biden. C'est possible. Il en fait beaucoup, en tout cas. Oui. 1600 milliards d'euros, qu'est-ce qu'il y a dedans? D'abord des aides aux ménages. Hein. Vous savez que la plupart des ménages américains vont recevoir l'équivalent de 1200 euros à dépenser. Un chèque. La quasi-totalité, sauf ceux qui gagnent plus de 100 000 dollars par an. Il va y avoir aussi une allocation chômage d'environ 1 000 euros par mois, et puis des aides très importantes pour les écoles, pour les gouvernements locaux, et évidemment pour le système de santé, à la fois pour la vaccination et pour le test. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, au fond? C'est la question qu'on peut se poser quand on voit les chiffres de l'emploi du mois dernier, plus 380 000 emplois créés aux États-Unis sur le mois de février. C'est absolument considérable, le taux de chômage est retombé à 6,2%. On calcule que à la fin du deuxième trimestre de cette année, les États-Unis auront retrouvé leur niveau de PIB d'avant la crise, hein, c'est-à-dire malgré le Covid. Malgré le Covid. Pour mémoire, en Europe, on sera à ce niveau-là, si tout va bien, seulement à la fin 2022. Donc c'est dire la résilience, pour utiliser un mot absurde et très employé, de l'économie américaine. L'autre inconvénient, c'est qu'il n'y a rien sur l'investissement. Il s'agit de transferts qui vont probablement encore déséquilibrer les comptes extérieurs du pays. Finalement, quand l'Amérique vote un plan de relance, qui se frotte les mains? Les Chinois. Parce que ce sont les Chinois qui vendent des produits. Exactement comme en France, quand on vote un plan de relance, c'est l'Allemagne qui sable le champagne. C'est un peu la même chose. De surcroît, évidemment... Donc ça ne servira pas à construire des routes, des ponts, Pas du tout. Il y a un autre programme qui est destiné à soutenir les routes et les ponts, mais son destin est assez hypothétique parce qu'il faut un accord bipartisan qui a été obtenu cette fois-ci, mais on ne sait pas ce que ça peut donner. D'autre part, quand on fait le calcul de tout ce qui a été dépensé, c'est absolument vertigineux. 1900 milliards de dollars cette nuit. Juste avant Noël, 900 milliards de dollars. Et il y a un an exactement, 2300 milliards de dollars. Quand on additionne sur un an le montant de tous les plans de relance, on arrive à 5100 milliards de dollars. Ça fait 23% du PIB américain. Là encore, pour avoir un ordre de grandeur, en France, pays quand même réputé pour dépenser beaucoup et facilement, on est à 10% du PIB, c'est-à-dire moins de la moitié de ce qui est dans le tuyau américain. Autrement dit, le risque, si vous voulez, c'est que ce plan de relance vole un peu au secours de la victoire, en quelque sorte, hein, et que son rendement soit décroissant. Un économiste a calculé ça, en fait, à ce niveau-là de dépenses. Dès que vous dépensez $1 supplémentaire, la croissance créée n'est que de 20 cents, divisé par 5, parce qu'il y a des déperditions considérables et que, si évidemment tout ça est financé par la dette, donc ça élimine le financement des projets privés au profit du financement de cette gigantesque enveloppe publique d'aide. Ça peut créer des bulles. Bien sûr, indirectement, il y a tout un tas d'effets secondaires qui sont très regrettables. Et le premier, on l'a déjà vu, c'est la montée des taux d'intérêt dans le monde, qui a été déclenchée il y a une quinzaine de jours et qui ne concerne pas seulement les États-Unis, mais aussi l'Europe et les pays émergents qui d'ailleurs ont vu leur taux d'intérêt augmenter plus que les États-Unis. Donc c'est dire qu'on est vraiment sur la corde raide entre pas assez de soutien, ça peut arriver, et trop. Ces Caribes des Scylla, il faut viser juste. Votre parti pris à l'international, Amnous, et pendant ce temps, la Chine et la Russie, main dans la main, montent leur projet de base sur la Lune. Exactement.
Chine et Russie, objectif Lune. Exactement, c'était hier, mardi 9 mars, signature d'un mémorandum entre la Chine et la Russie pour construire une station spatiale, soit à la surface de la Lune, soit en orbite. Vous voyez l'image, tout ça s'est fait par visioconférence. Donc ils étaient très contents, ils ont applaudi. Par contre, on n'a ni calendrier, ni budget, donc tout ça est un petit peu vague, mais il est certain que cette étroite collaboration va porter ses fruits. La Russie a encore des beaux restes soviétiques, quand même. Alors, elle est en crise dans l'innovation, elle est en crise dans le financement. Visiblement, il y a quand même une grosse affaire de corruption dans le spatial russe, mais surtout... À peine. Mais surtout, elle a perdu le monopole sur les vols habités vers la Station spatiale internationale à la faveur d'Elon Musk et de SpaceX, parce qu'il faut se rappeler que depuis 2011, les seuls taxis spatiaux, c'était les Russes qui les fournissaient aux Américains. Fini ce temps de monopole, ils sont un peu reposés, j'allais dire, sur les lauriers, c'est fini. Alors par contre, la Chine, ils s'accrochent, mais au nouveau mastodonte de l'espace qui est la Chine, mais qui enchaîne succès sur succès. C'est pas compliqué. Là, en février, elle a lancé sa sonde Tianmen-1, qui a été placée en orbite autour de Mars. Et c'est juste, depuis 2019, ils sont à la pointe. Décembre 2019, c'est le lancement de la fusée Long March 5. 2019, c'est l'année de l'entrée de la Chine dans l'espace. En gros, 34 lancements cette année-là, dont 32 réussis. Les Américains, en 2019, n'ont fait que 27 lancements. Donc là encore, c'est énorme. Les Chinois sont forts, Oui. et cette alliance avec Moscou, ils pourraient nous mettre en difficulté? À mon avis, mais non, mais déjà, ils vont risquer de mettre en difficulté les Américains qui commencent déjà un petit peu à trembler. Et surtout, le but des Chinois est simple. En 2030, ils sont à la tête. En gros, l'espace est à eux en 2030. Ça sera eux les meilleurs. Vu comme ils y arrivent à chaque fois, je crains. Et on peut se dire, est-ce que c'est pas juste du gadget, cette exploration de l'espace? Est-ce que c'est vraiment utile? Mais on ne s'en rend pas compte du tout à quel point c'est utile. Juste pour citer Ian Warner, qui est le directeur général de l'Agence spatiale européenne, qui nous dit « L'espace est devenu un ensemble d'infrastructures pour la vie courante ». Vous avez dit, mais en quoi? En tout, au fait. Les prévisions météorologiques, ça nous vient de l'espace. Quand on veut avoir une idée de la déforestation, ça nous vient de l'espace. La géolocalisation de vos livraisons Amazon et ses discounts et autres, ça vient de l'espace. On n'a pas besoin d'aller sur Mars pour ça. Non, mais par contre, ça se passe là-haut. C'est du satellite. C'est du satellite. Et même lorsque vous téléphonez dans le désert, c'est les satellites qui sont là-haut. Mais d'ailleurs, demain, même quand vous téléphonerez en plein Paris... De partout, ça sera exactement ça. C'est un stimulateur énorme pour l'économie. C'est qu'en gros, quand vous investissez 1 euro dans l'espace, ça rapporte 10 euros au pays qui a fait cet investissement. C'est considérable. Mais pourquoi? Parce que vous êtes obligé de créer sur place tout ce qui est microprocesseurs, satellites. Ça se fait sur Terre et ça fait de l'emploi. Et ça fait quoi? De l'innovation. On a tendance à oublier que nos ordinateurs portables, à la base, elles ont été fabriqués par la NASA pour les missions Apollo. Et après, elles se retrouvent dans nos maisons. C'est quand même pas rien. Et évidemment, la puissance militaire, c'est pour ça que les Chinois et les Américains ne collaborent pas. Ils se regardent de loin. Et l'Europe, dans tout ça, l'Europe de tout ça, on va écouter le président Emmanuel Macron. Une politique industrielle de souveraineté passe aussi par une politique spatiale européenne. Nos ministres ont sur ce point aussi largement travaillé. Nous avons ensemble acté le principe d'une préférence européenne pour les lancements de satellites, parce que nous ne pouvons pas à la fois financer Ariane 6 et choisir la concurrence étrangère. Et il a tout à fait raison. Et effectivement, là, l'Europe, on va se dire, elle a été à la hauteur, puisque cette conférence avait lieu 1 mois à peu près avant la réunion de l'Agence spatiale européenne à Séville en novembre 2019. Le budget a été augmenté de 20%, donc l'Europe a une enveloppe de 16 milliards. En comparaison, les États-Unis, c'est autour de 17 milliards d'euros et la Chine de 7,2 milliards. Vous allez me dire formidable, mais non, parce que nous sommes en Europe. On n'arrive toujours pas à se mettre d'accord. Pour faire simple, l'Allemagne regarde du côté de la Lune et de l'intelligence artificielle. L'Italie préfère regarder du côté de Mars. Mais par contre, sur les 40 000 employés du spatial qui existent en Europe, 16 000 sont employés en France. Donc la France est vraiment à la pointe. Et aujourd'hui même se tient un stress test des systèmes, l'exercice Astérix, conjointement avec la Space Force américaine et le Centre de situation spatiale
allemande. En gros, ça consiste à quoi? Vous voyez les rares images que nous avons. C'est qu'en gros, on met le système sous pression pour voir ce qui se passerait au cas où on avait une attaque dans l'espace, etc. Premier exercice de manœuvre militaire et c'est la spatiale première en France. en Europe et en France. Donc, c'est pas rien. Donc, on collabore avec l'Allemagne, on collabore avec les Américains. Donc, il se passe toujours quelque chose. L'espace est fondamental. En 10 secondes, on risque d'être distancé sur ce plan, Moscou-Pékin? Oui, parce que malgré les enveloppes citées par Abnous, le problème c'est qu'Ariane 6 n'est pas encore opérationnelle et qu'elle est déjà obsolète. Et notamment par rapport à SpaceX, qui est un lanceur réutilisable, donc beaucoup moins coûteux, financé indirectement par la NASA, ce qui lui permet d'offrir des tarifs avantageux, mais ce n'est pas le cas chez nous. Dans 30 ans, on est tous chinois. Des taïkonautes. Voilà, je ne sais pas si on va méditer sur cette conclusion de Jean-Michel. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, Linda Kebab, la gardienne de la paix, sera l'invitée d'Elisabeth Martichoux. Il sera question évidemment des bandes, de la violence des plus jeunes. Merci, bonsoir et à demain. C'était votre